Bienvenue dans l'épisode 12 d'Actionneur, le podcast dédié aux films d'action. Je suis Constance et je serai de manière un peu exceptionnelle votre hôte aujourd'hui. En effet, ce numéro sera consacré aux héroïnes dans les films d'action et David a eu la gentillesse de me laisser aux commandes de son podcast. Avec moi aujourd'hui, j'ai des invités de qualité. J'ai nommé Océane. Bonjour. Océane a été critique de cinéma pendant plusieurs années sur CloneWeb et elle continue à causer cinéma dans son propre podcast, le Lemon Adaptation Club, c'est bien ça. Avec moi, j'ai aussi Aline. Bonjour. Aline est ingénieure du son, passionnée de cinéma et militante pour les droits LGBT. Et bien sûr, nous avons ce cher David. Salut David. Salut à tout le monde, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Merci à toi de me laisser aux commandes surtout. Du coup, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Quand David m'a demandé de travailler un peu sur ce sujet des héroïnes dans les films d'action, je me suis penchée sur la longue histoire du cinéma. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, les héroïnes, elles sont pas nées dans les années 80 avec celles qu'on connaît très bien. Il y en avait forcément avant. Et oui, bien sûr, dès la naissance du cinéma, on a eu des héroïnes au centre de films d'action, notamment tout un serial qui s'appelle The Girl on the Game de 1915 où on a une actrice, Helen Holmes, qui va sauver son chéri en se battant contre des brigands, qui va marcher sur des trains en train de rouler pour empêcher des voleurs. Enfin, voilà, elle a plein d'aventures et c'est loin d'être la seule à cette époque-là. Donc, les femmes d'action au cinéma, en fait, c'est pas du tout un truc tout neuf, mais c'est vrai que dès les années 20 et jusque dans les années 70, elles se font quand même relativement rares à l'écran, jusqu'à ce qu'on arrive dans la fin des années 70 et les années 80, avec un renouveau de ces héroïnes, qui sont aujourd'hui nos héroïnes cultes et celles qu'on connaît très très bien. Donc, on va citer parmi elles Sarah Connor, Ripley de la saga Alien, ou encore bien sûr Princesse Leia de Star Wars, qui ont marqué, je pense, la pop culture et qui donnent un peu le coup d'envoi de cette ère des héroïnes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, David, est-ce que tu veux nous parler peut-être un petit peu plus de Ripley ? Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. Ouais, alors je parlais de Ripley à travers Aliens, donc le deuxième film. Ce qui est intéressant, c'est que Aliens arrive au milieu des années 80, donc dans toute la filmographie de tout ce cinéma réganien, hyper viriliste. Donc on a rencontré donc Ripley dans le premier film, qui était un film d'horreur, et on va retrouver Ripley dans un second film, donc de James Cameron en 86, qui lui se tourne vers l'actionneur, et c'est sans doute aussi pour ça que je l'ai pris, et aussi parce que c'est mon film préféré de toute la saga. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que le personnage de Ripley est un personnage qui va passer d'un personnage un peu en retrait, et très vite, elle va gagner en puissance, gagner en importance, gagner en décision, dans sa capacité à prendre les événements à bras le corps. Et c'est ce que je trouve fascinant avec ce personnage. Et d'ailleurs, donc je l'ai revu juste pour le podcast. Et ce qui était intéressant, c'était la première fois que je regardais le film à travers le spectre des fonctions de chacun des personnages, masculin, féminin. Et ce qui est intéressant, c'est que très tôt, la démonstration de virilité, parce que donc elle est entourée de militaires, je raconterai un peu après le film, mais je vais d'abord finir ça. La première démonstration de virilité n'est pas liée à un homme, mais à une femme, qui est Vasquez. Donc, je reviens un peu en arrière pour parler un peu du film, pour ceux qui l'auraient oublié. Donc, Ripley se réveille de 56 ans de passage dans la cryogénie. Elle était endormie à la suite des événements du premier Alien. On découvre d'ailleurs dans la version longue qu'elle a perdu sa fille. Ce sera un élément qui est intéressant et qui se perd un peu dans la version cinéma, dans le rapport à la maternité. Ça se justifie peut-être un peu plus par rapport à son rapport à Newt, mais j'y reviendrai après. Et ce qui est intéressant avec donc l'histoire, c'est que donc il y a une cassure très nette entre le premier et le second film. Elle doit rendre des comptes à la Weyland-Yutani de ses actes dans une scène qui est assez, je trouve, marquante
parce que l'on voit que la monstruosité n'est pas que le fait de monstres comme les aliens, mais qu'elle est aussi le fait d'un système, qui est un système ici capitaliste, qui lui reproche, en gros, d'être à l'origine de la destruction du vaisseau. Et la Weyland-Yutani lui apprend aussi que la planète qu'elle a fui est maintenant l'objet d'une terraformation et d'un groupe de colons qui sont venus s'installer sur la planète en question. Et le film, il y a une bascule au moment où la Weyland-Yutani demande et apprend à Ripley que ils n'ont plus de contact avec les colons qui sont sur la dite planète, et il lui demande si elle souhaiterait venir en tant que consultante pour chapeauter un peu l'intervention militaire. Et donc le départ du film commence dans une espèce de mouvement très proche de ces films des années 80 qui sont les Rambo, les Commandos avec Schwarzenegger, qui est comme ça une espèce de truc un peu hyper viriliste. Et notamment, tout le départ, on a une scène de repas où il y a des propos machistes, des propos homophobes. Donc on est vraiment dans des personnages qui sont très comme ça campés, virils, quoi. On est dans des militaires. Et il y a quand même des femmes parmi donc en plus de Vasquez dans cette troupe de militaires, mais elles sont pas catégorisées, quoi. Elles sont même pas caractérisées. Elles sont juste des personnages fonction. T'as l'infirmière et la pilote du vaisseau, et puis c'est tout. Et très tôt, toute cette surpuissance, toute cette puissance militaire, toute ces hommes surentraînés, eh ben ils vont pas faire le poids face aux aliens, et la moitié du casting va déjà disparaître en quelques minutes, et au final, ça va être Ripley qui va finir par sauver le peu de survivants qui restent face à la première confrontation avec l'alien. Et c'est ça qui est génial avec ce personnage, c'est que au départ, on a vraiment un personnage qui est très en retrait, et puis très très vite, elle va dire que il faut pas utiliser les balles parce qu'ils sont dans un endroit qui risquerait d'exploser. Elle va tout de suite être l'élément qui va faire prendre conscience au groupe de la dangerosité dans laquelle ils sont. Et surtout, il y a une contrepartie, c'est il y a un colonel qui lui dirige les troupes militaires, qui lui est un incompétent notoire. Et le personnage, donc, dans son empowerment, commence déjà tout de suite très tôt. Et paradoxalement, et pas paradoxalement, mais dans la manière dont elle est caractérisée, et je reviendrai peut-être après dessus quand je parlerai de Mad Max, c'est que je trouve que, et c'est pour ça que c'est pour moi mon personnage préféré de cinéma d'action, c'est qu'elle a une amplitude de motifs, de profondeur de personnages, c'est que ils vont faire aussi appel à le côté maternel quand elle va trouver donc une petite fille qui est la seule survivante de cette colonie qui s'appelle Newt. Mais je trouve que dans la profondeur du personnage, dans la nature même du personnage, elle contraste avec tous les personnages qui vont arriver après plus tard dans la suite, parce que Cameron va aussi après donner un personnage comme Sarah Connor qui est un personnage qui va se départir dans le Terminator 2 de son côté maternant, de son côté mère, pour être quelqu'un qui est totalement dans l'angoisse et dans la force, dans la manière de survivre, un côté un peu survivaliste, et le côté familial paternant, c'est Schwarzenegger qui va le jouer dans Terminator 2. Et je trouve que, donc je reviens sur Ripley, je trouve que c'est un personnage qui est hyper riche. Et dans l'industrie cinématographique, le succès de Aliens va pousser les majors à considérer que le public féminin peut être un public intéressant à draguer, parce que le cinéma auparavant a été considéré et était ciblé pour les jeunes hommes et les adolescents. Et tout d'un coup, ils se sont dit, ah bah tiens, si on s'intéressait peut-être à raconter des histoires qui pourraient intéresser les femmes. Parce que, selon ce que j'ai lu ça, je vais le restituer parce que je trouve ça tellement un peu... parce que je l'ai lu dans le livre... bref, je le dirai après. Donc, il disait que les femmes, donc l'intérêt de cibler maintenant, d'essayer de draguer ce nouveau public, c'était pour permettre donc de les accrocher, car elles seraient décisionnaires du programme de la famille tout entière. C'est-à-dire que ce serait elles qui auraient le pouvoir de la télécommande. Donc c'est ce qui pousserait les industriels hollywoodiens à considérer le public féminin comme un public intéressant. Voilà, je laisse juge aux filles de cette considération marketing qui me semble complètement absurde, mais bon. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que Hollywood redécouvre tous les 10 ans qu'en fait, il y a des femmes sur Terre et qu'elles regardent aussi des films. C'est ça. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que pour le moment, toutes les héroïnes dont on parle, elles sont aussi pour les adultes, parce que les films Alien, Terminator, ils ont des rated
qui sont assez élevés, mine de rien. Surtout Alien. Alien, tu fais pas regarder ça à une petite de 9 ans, sauf si tu veux la traumatiser à vie des spaghettis. Même Sarah Connor, même tout ce qui est Terminator, il y a des moments où c'est quand même assez violent. Et c'est pour ça, je trouve qu'on parle des héroïnes, mais effectivement, elles sont adressées aux femmes et non, pour le moment, aux petites filles. Ça, je trouve que c'est une distinction assez importante à faire, parce qu'on est, on est dans une société où on dit oui, mais quand on était petite, il y avait tel et tel modèle. Et je suis en mode, bah écoutez, si vous avez grandi à 6 ou 7 ans avec Sarah Connor et Ripley, eh ben c'est cool pour vous, mais c'est pas le public qui est ciblé par ces héroïnes. Donc je trouve que jusqu'à très tard, on a eu des héroïnes qui ne ciblaient que les, on va dire, adolescentes, adultes, mais qui ne ciblaient pas toutes les tranches qui sont susceptibles de recevoir un message, qui sont susceptibles de bien réceptionner un film. Mais tout le cinéma était à destination des adultes. Hein. Ouais, je pense qu'à l'époque, surtout les films d'action, en fait, on était quand même sur une cible qui était relativement adulte. Et je pense qu'il voilà, y avait des prods pour enfants, mais c'était vraiment spécifiquement que pour les enfants. Oui, ou alors c'était les princesses Disney, ouais. ou c'était des histoires avec des petites filles, mais à aucun moment, on a eu très rarement la grosse exception, et celle avec laquelle j'ai grandi, c'est la princesse Leia. Mais après ça, il a fallu attendre jusqu'à Hermione Granger dans Harry Potter pour que vraiment je grandisse avec une héroïne d'un vrai blockbuster absolument immense par son ampleur, par les décors, par les moyens mis dedans, et qui n'était pas un dessin animé avec une princesse qui attendait de se faire sauver par son prince charmant. C'est vrai que Ripley est quand même assez loin de... C'est ça, elle tue son gosse dans le 3e film, donc je pense qu'on en est un peu éloigné. Et je pense que ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, que ce soit Ripley ou Sarah Connor, ce sont des héroïnes qui illustrent un concept que je trouve assez fascinant, qui a été développé par Yvonne Tasker. En fait, elle parle d'héroïnes de la masculinité pour désigner le fait que ce sont des héroïnes qui ne sont pas forcément masculines, parce que effectivement, comme tu le disais, David, voilà, Ripley va avoir cet instinct très maternel. On l'oppose au personnage de Butch de Vasquez. Donc elles sont quand même différentes du masculin, mais en même temps, elles sont musclées. On le voit, Sarah Connor aussi, ça se voit à fond dans l'épisode 2. Et elles sont capables, bien sûr, d'une grande violence, ce qui était jusque-là quand même plutôt cantonné aux hommes, à moins qu'on aille voir dans les séries B, mais la Blaxploitation aussi, avec Pam Grier. Oui. Des choses comme ça, mais qui étaient adressées à un public bien précis, bien segmenté. Parce que c'est vrai que les États-Unis ont vraiment cette segmentation du public qui fait que les rom-coms sont soit pour les meufs ou soit pour les dames de plus de 50 ans. La Blaxploitation pour la communauté noire qui en avait marre de servir de faire-valoir. On avait vraiment beaucoup de... Voilà, c'était très segmenté. Donc il y avait ce petit segment de Blaxploitation qui mettait aussi en lead des femmes noires qui avaient le contrôle et qui n'étaient plus forcément... qui était moins objectifié, qui était plus dans l'action, plutôt que servir de love interest. Mais c'est vrai que dans le cinéma d'action, notamment chez Cameron, on voit vraiment... c'est des femmes qui sont mises en avant comme des héroïnes, mais pour ça, elles sont obligées de remplir des codes qui sont... Elles sont obligées de remplir des codes qui sont des codes de masculinité, en fait. Voilà, on voit Sarah Connor faire de la muscu, on voit Ripley attraper un énorme fusil, et c'est des choses qui... Enfin, à ce moment, on se dit, voilà, pour être une héroïne, pour être un héros ou une héroïne, il faut remplir ces choses-là, et c'est quelque chose qui a eu besoin d'être déconstruit après, et qui est moins présent aujourd'hui, et c'est vrai que je sais pas où je vais avec cet argument du tout. Non, mais c'est un très bon argument. Non, mais c'est hyper intéressant. Effectivement, c'est de se dire que pour qu'une héroïne soit valide, il faut quand même qu'elle ait des attributs traditionnellement masculins. Ça, et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu aussi dans le film dont je voulais parler, qui est Thelma et Louise, qui est donc sorti en 1991. Et qui est un espèce d'ovni un petit peu dans le cinéma à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, en fait, j'ai pas forcément de film équivalent en tête, qui est un buddy, quelque part entre le buddy movie et le film d'action, et presque le film d'auteur aussi. Thelma. I'll get it! Thelma, I've not told you I can't stand it when you holler in the morning. I'm sorry, darling. I just didn't want you to be late. Hey, how you doing, little housewife? Louise. Yeah, I still have to ask Daryl if I can go. You mean you haven't asked him yet? Thelma, is he your husband or your father? Thelma and Louise are going fishing. How come Daryl let you go? Because I didn't ask him. He's gonna kill you! I left him a note. Thelma and Louise are going to catch hell. I'll have a wild turkey straight up and a Coke back, please. Thelma! Oh, what? Tell me something. Is this my vacation or isn't it?
Et donc l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont Thelma et Louise, c'est deux femmes. Il y en a une qui est femme au foyer, il y en a une autre qui est une simple serveuse, et elles ont des petites vies bien rangées, très classiques. Elles sont dans une féminité hyper classique, avec le rouge à lèvres, la petite tenue pour faire le ménage. Enfin bref, vraiment les nanas sans histoire. Et elles décident un week-end de se faire un week-end entre potes, de partir sur la route. Et elles partent et il s'avère que elles vont de problème en problème. Elles s'arrêtent à un bar et il y a une des deux héroïnes, je sais plus laquelle des deux, qui subit une tentative de viol. Et en fait, son amie tue le violeur. Et du coup, elles partent, elles s'enfuient et elles vont sombrer peu à peu dans la délinquance, et elles vont commencer à braquer des stations essence, elles vont cramer des camions, enfin, et en même temps, à la fois, elles se rendent compte qu'elles s'éloignent de plus en plus en fait de l'image de la femme parfaite qu'on attend à l'époque, et elles vont trouver une certaine liberté en fait dans cette violence qui est parfois presque gratuite, et jusqu'à la fin, parce que c'est une espèce de course folle. Bon, je pense qu'il y a prescription sur le spoiler, mais du coup, à la fin, en fait, elles sont poursuivies par des dizaines de voitures de flics, et elles décident de se suicider toutes les deux. Donc elles s'embrassent toutes les deux juste avant de se suicider. Et ce film est hyper intéressant parce que justement on a l'évolution en fait de ces femmes qui sont la petite femme au foyer où elle doit demander l'autorisation à son mari avant d'aller faire un truc avec sa pote. Enfin, vraiment dans une soumission féminine la plus totale. Et elles finissent en étant très libérées. Leurs vêtements évoluent au cours du film. Elles se mettent à fumer, elles se mettent à boire, elles se mettent à avoir des coups d'un soir. Enfin, voilà, elles prennent la route. C'est l'émancipation. C'est une métaphore de cette émancipation. Le mot chatouiller aussi. Voilà, c'est... Tu dis quoi, Ali ? Je dis le mot me chatouiller aussi. C'est ça, exactement. Et elles redécouvrent leur sexualité avec un Brad Pitt aux abdos parfaitement dessinés. C'était un de ses premiers rôles, si je me trompe pas. Ouais, il était vraiment très jeune, et ce qui est fou, c'est que quand on le compare à Benjamin Button, ils ont réussi à encore mieux le rajeunir dans Benjamin Button que lorsqu'il était dans Thelma et Louise. Ça m'avait beaucoup fait rire, mais c'est un rôle très intéressant aussi pour Brad Pitt, qui sert justement un peu de eye candy pour le public féminin, c'est vrai, justement, et qui se révèle être au final un énorme connard. Donc le film joue aussi sur c'est pas forcément du female gaze, mais je trouve que dans la manière de filmer Brad Pitt, il y a quand même quelque chose d'assez érotique. C'est vrai que il y a une grosse charge érotique où on se dit ah ouais, il était pas mal quand même. Alors que c'est ça. Au contraire, le corps des femmes est pas vraiment érotisé. Non, du tout. La scène de viol par exemple n'est pas du tout érotisée, je trouve. Ouais, c'est très glaçant, plaisant. Et voilà, donc c'est un film d'action qui, à l'époque, a marqué, a choqué, parce que voilà, deux femmes qui font preuve d'un tel déchaînement de violence quand même. Où va-t-on ? Où va la société ? C'est la décadence de la France. C'est ça. Mais en même temps, il est quand même assez pessimiste ce film parce que cette liberté n'est possible qu'à travers la criminalité et c'est un énorme prix de et le prix à payer, c'est littéralement la mort des héroïnes à la fin. Elles se mettent totalement en marge pour atteindre cette libération, quoi. C'est ça. Et donc c'est mine de rien assez triste quand même de voir que la libération des femmes se fait au prix d'un énorme sacrifice. Mais du coup, c'est un film aussi, je pense, qui fait partie de cette période, voilà, des années 80, tout début des années 90, où en fait on avait des héroïnes qui étaient assez différentes et qui, pour exister, empruntaient certains codes masculins. Et ça se retrouve dans Thelma et Louise quand elles se mettent à fumer, à boire et à brandir des revolvers, alors que jusqu'ici ce n'était pas du tout l'apanage des femmes. Et donc ça me fait une parfaite transition pour la période d'après, qui est donc en gros les années 90 et le début des années 2000. Et je pense qu'on peut parler d'une période des héroïnes sexy, des héroïnes girl power, qui justement retrouvent toute leur féminité, peut-être dans le côté un peu too much, mais c'est un moment, voilà, on va trouver plein d'héroïnes qui sont vraiment ultra féminisées et
aussi ultra sexualisé. On est dans l'époque de l'esthétique porno chic qui envahit la pub et le monde des manias de manière générale. Même dans la musique avec les Spice Girls, moi je sais que ça a été vraiment une des premières fois où je voyais des filles vraiment comment dire, unapologetic, c'est-à-dire qu'elles ne s'excusaient pas de ce qu'elles étaient, elles avaient tout leur caractère et c'était toutes très fortes. Je me souviens que j'avais regardé le film qui était d'une nullité abyssale. Il est incroyable ce film. Mais voilà, c'est un témoignage de cette époque où justement les femmes sont à la fois ultra sexualisées et en même temps elles commencent à montrer du caractère et elles commencent à ne plus être badass seulement en tenant des flingues mais aussi à travers leur tenue, justement à travers des codes vestimentaires, de coiffure, de physique aussi, de normes physiques qui sont pour beaucoup inatteignables. Donc c'était une époque très problématique à plein de niveaux, mais c'est l'époque avec laquelle j'ai grandi, avec laquelle on a toutes grandi, hein, donc... Tout à fait, ouais. Et je pense que un concept qui résume bien cette période-là, c'est la babes in arms. Donc littéralement, genre, je sais pas, la jolie poupée armée, quoi. Donc ce sont à la fois des femmes puissantes, mais dont les corps ne sont pas aussi musculeux qu'une Sarah Connor et qui ont une garde-robe absolument flamboyante à base de combinaisons en latex et de mini-shorts. Tout le monde sait que c'est utile de porter une combinaison en latex ou un mini-short pour aller battre des braqueurs. Tout le monde sait ça, enfin. Mais oui, c'est la tenue la plus simple. Donc voilà, on a ce mélange en fait où t'as la mode vraiment qui s'invite dans les films. On reprend des codes qui viennent carrément du porno soft et on se retrouve avec ce joyeux mélange très coloré. Et avec des nanas effectivement au physique plutôt très avantageux, parce que c'est aussi l'ère des grands mannequins qu'on voit défiler dans les Fashion Week et qui deviennent des stars à part entière. Et donc sur cette période, on peut citer pas mal d'héroïnes, ça soit la saga Resident Evil, Underworld, on a du Catwoman qui alors là est le paroxysme, je pense. Et Elektra dans le même genre. Et Elektra aussi, effectivement. Moi, je caserais aussi Uma Thurman dans Kill Bill, un petit peu dans cette catégorie. Et qui s'en éloigne un petit peu, moi je caserais Trinity de Matrix. Aussi, c'est vrai, pour le côté... C'est que du latex, mais... Ouais, après, le film est moins centré exclusivement sur elle, donc ça se remarque moins. C'est vrai, mais je trouve que c'est un peu elle aussi qui initie un petit peu Neo à tout ça. Mais je trouve que en matière d'action, elle a quand même son quota et je trouve qu'elle le fait très 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 bien. Et puis ça doit pas être simple de faire toutes ces cabrioles habillées comme ça, encore une fois. Voilà, c'est clair. Et donc justement, c'est aussi l'époque d'une Lara Croft ou des Charlie's Angels qui sont un peu l'équivalent version espionne des Spice Girls, quoi. Donc je suis très très fan des films Charlie's Angels. Mais ces personnages, est-ce qu'ils sont à destination des filles ou est-ce qu'ils sont là juste pour satisfaire les garçons ? Alors ça fait des années, justement je parlais de Charlie's Angels, ça fait des années que j'ai un énorme questionnement sur ces films, sur ces deux films, et j'arrive pas à savoir si soit c'est de l'empowerment féministe extrême, soit si c'est hyper misogyne, c'est soit l'un des deux, mais j'arrive jamais à savoir exactement quoi. C'est le chef de Schrödinger, mais pour... Exactement. pour Charlie's Angels. Ces films me fascinent pour ça, parce qu'il y a des moments où je regarde ça et je me dis waouh, mais c'est super impressionnant, c'est génial, et d'autres me disent mais c'est dégueulasse ce que je vois. Et je me dis ça peut pas être un peu des deux, c'est pas possible, ce serait trop radical. Et du coup, la question se pose vraiment en fait. Non mais c'est une vraie bonne question. En fait, je pense que ces films sont à destination certes d'un public féminin, mais quand même, il faut pas oublier qu'il y a des mecs dans la salle. Du coup, on va les mettre en mini-short et coup de peau, ça coïncide avec le côté girl power, genre assumons notre féminité, revalorisons aussi tous les attributs liés à l'extrême féminité. Et ça, en soi, c'est cool de dire voilà, le féminin, c'est pas mal, c'est pas sale. Mais il y a ce côté en fait du male gaze, et je pense que c'est un des concepts aussi qui est hyper important à comprendre pour analyser le cinéma, en particulier de cette époque. Qu'est-ce que c'est le male gaze ? Est-ce qu'il y a l'une d'entre vous qui veut expliquer, on parlait de Catwoman, c'est le money shot du film qui présente son costume, qui commence par un plan sur ses fesses, par exemple. Tout à fait. Mon Dieu, oui. Donc voilà, le male gaze, effectivement, c'est
le fait que les images qui sont produites le sont d'un point de vue masculin hétéro, s'entend, et que en fait quand les femmes sont montrées, elles sont montrées avec toujours ce regard un peu de hey, quand même, on va vous la montrer un peu sexy, du coup il va y avoir des petits plans sur ses fesses, sur ses seins, et ça se retrouve partout, aussi bien sur les affiches que bien sûr dans les films, et je pense que c'est ce qui peut permettre d'analyser un petit peu cette période-là, parce que par exemple, on a Lara Croft qui arrive à l'écran. Moi, je sais que le film, en soi, je le trouve cool. Enfin, je me dis, ouais, trop bien, c'est une aventurière badass, elle fait plein de trucs assez stylés. Mais en même temps, l'actrice est hyper bien foutue, elle est moulée Angelina dans son Jolie, mini-shirt et dans son t-shirt avec des seins impossibles. Elle est toujours... On peut parler de la combi dans le deuxième d'ailleurs. Voilà, elle est toujours un peu maquillée avec la petite touche de gloss qui va bien. Enfin, voilà, donc c'est ça, le male gaze. Et c'est ce qui peut rendre un peu problématique ces productions de l'époque, je pense. Et voilà, donc soit elles sont... je pense en lead, mais avec ce male gaze. Et c'est aussi une période où il y a quand même de plus en plus de femmes dans les films d'action de manière générale, mais du coup elles vont cantonner un peu à des rôles secondaires. Je sais pas si vous vous rappelez par exemple du roi Arthur, avec Guenièvre qui est cette archère assez badass en soi, mais elle est quand même vachement en retrait. C'est Love Interest, il y a un triangle amoureux, et voilà, c'est une des pièces du triangle amoureux, alors qu'elle a juste pas besoin de ça pour exister dans le film, à mon sens. Tout à fait. Et voilà, on a aussi Mission Impossible 3 par exemple, où on a la copine de Tom Cruise, qui est littéralement une infirmière. C'est un trope qu'on retrouve hyper souvent dans les rôles féminins secondaires. C'est ça. Vous pouvez chercher. J'ai bien aimé la petite conclusion qu'elle a dans le dernier épisode d'ailleurs, où elle continue d'être une infirmière. Même si elle a toujours un peu le côté récompense quand même. C'est ça, et en même temps c'est marrant parce que Tom Cruise choisit l'espionne, donc la femme d'action, justement Rebecca Ferguson, dont je pense qu'on pourra reparler tout à l'heure, au détriment justement de l'ancien temps où on finissait avec l'infirmière. Donc je sais pas si c'est voulu consciemment, mais fait que maintenant l'homme finit avec l'espionne plutôt que l'infirmière, qui finit avec un trope plus intéressant plutôt qu'un ancien trope un peu plus usé et un peu plus réactionnaire. Et puis bêtement qui fait plus sens avec lui. Enfin, bien sûr, qui est son égal. C'est son égal, c'est quelqu'un qui vit la même vie que lui, c'est beaucoup plus logique qu'il finisse avec elle de manière... Ah oui, à tous les niveaux. Il n'y a pas de sens qu'il soit avec celle qui était sa femme. C'est ça, à tous les niveaux. Donc voilà un petit peu, je pense, pour un tableau assez large des héroïnes de cette époque-là. Et du coup, Océane voulait nous parler d'un film assez marquant sur plusieurs points, qui est Jennifer's Body. Toi et moi, on sort ce soir. Mais un truc joli. Tu dis amen à tout ce que Jennifer te dit. C'est juste que j'aime les mêmes choses qu'elle. Salut Jennifer, t'es super belle aujourd'hui. Pourquoi tu viendrais pas chez moi? Mais je rêve. C'est pas vraiment chez toi ici, hein? On peut jouer au papa et à la maman si ça te dit. Oh merde. On dort toujours dans le même lit quand on fait des pyjamas parties. Jennifer est mauvaise. C'est sûr. Tu comprends pas, cette fille, c'est le mal. C'est pas juste une peste. Jennifer's Body, qui est un film, alors, qui a le trio, c'est-à-dire qu'il met beaucoup de femmes en scène. Il est écrit par une femme, donc Diablo Cody, qui est une collaboratrice très fréquente de Jason Reitman, notamment sur Juno, sur Tully, sur Young Adult, qui ne sont que des films qui mettent en scène des femmes très intéressantes en lead. Et c'est réalisé par Karine Kusama, qui met également beaucoup de femmes en scène, c'est-à-dire qu'elle a mis Charlize Theron en action dans Iron Flux. C'était un film d'action justement où Charlize Theron portait la combinaison comme personne et une chevelure noire absolument immonde. Karine Kusama, à qui on doit aussi récemment Destroyer avec Nicole Kidman. Et donc en 2009, elle sort donc Jennifer's Body, qui est un film très étrange, parce que c'est à la fois une comédie d'horreur, avec quand même quelques passages très jumpscare, avec quelques plans assez gore quand même. C'est un ovni dans le sens où ça parle de beaucoup de choses, donc de slut-shaming, du concept de virginité, de ce que veut dire être adolescente dans le monde actuel, où souvent les étudiantes sont justement regardées par les mecs comme des friandises, encore plus quand elles sont jeunes et qu'eux sont vieux, n'est-ce pas? Et donc on se retrouve avec un film très étrange, parce qu'à la fois il dénonce ça de manière sur le ton de la blague, où vraiment il
il va dans l'outrance concernant Megan Fox il la montre vraiment sous tous ses atours, mais on ne sent jamais cette volonté de la montrer parce que c'est un mec derrière. On sent on veut la montrer de cette manière parce que justement elle doit incarner ça et que c'est aussi une matière de montrer à quel point il y a quelque chose qui va pas avec justement cette perfection physique. Il y a un souci. Ça, la perfection, elle est là pour déranger plus que pour être c'est admirée. Ça. Sa perfection dérange et elle finit par devenir mortelle d'ailleurs. Et d'un côté, donc on a ce propos qui se veut assez, pas forcément progressiste, mais qui veut se moquer quand même des bonnes mœurs, où ça se moque des filles qui ne sont plus vierges, où ça critique les filles qui sont vierges et les filles qui ne sont pas vierges. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut être à ce moment-là? Et en même temps, dans la promotion, et c'est ce que Karine Kusama a expliqué quand le mouvement MeToo a commencé, et là j'invente littéralement rien, c'est vraiment sorti quand Karine Kusama s'est exprimée, elle disait que les gens de la Fox, puisque c'est un film produit par la Fox, RIP, la Fox disait qu'en gros, il fallait attirer un public masculin. Alors comment faire? Eh ben c'est simple, tu crées des affiches où tu mets Megan Fox en décolleté, en mini-jupe, avec des regards extrêmement aguicheurs, avec la langue qui sort parce qu'il faut bien lécher la petite goutte de sang au coin de la lèvre. C'est un régal de sexisme, cette promotion. Je sais pas si vous avez vu des affiches ou même des trailers. C'est exactement la raison pour laquelle je suis pas allé voir le film en réalité. À l'époque aussi, moi ça m'avait complètement dégoûtée. J'étais en mode si c'est pour voir une meuf à poil sur laquelle on joue sur son physique la moitié du temps, faites ça sans moi les gars. Et au final, en le revoyant, je me suis dit qu'en fait, il y avait un film derrière ce que la promotion veut montrer. Et je trouve que le film a une sorte d'aura assez pas forcément bienveillante. Parce que justement, il souffre de son image de tiens, on a engagé Megan Fox qui est la potiche justement des Transformers. Donc justement, voilà, c'est un peu aussi le trope de la girlfriend, du héros, au milieu de tous les robots. Mais c'est une proposition très intéressante parce que elle est vraiment d'un point de vue féminin sur ce qu'est être une adolescente. Donc on a aussi cette relation très ambiguë, quand même un peu lesbienne entre Megan Fox et donc sa meilleure carrément amie. lesbienne, il y a comme une scène très explicite. C'est ça, c'est dès les 2 premières minutes, clairement une amie de la meilleure amie de Megan Fox, donc Needy. Son nom, oui, d'ailleurs tu peux peut-être nous résumer très rapidement le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors comment résumer ça? C'est-à-dire que Jennifer's Body, donc c'est l'amitié entre donc Jennifer et Anita, dite Needy. Donc Anita, c'est vraiment la fille au physique un petit peu ingrat, avec des lunettes, des cheveux pas forcément bien. Alors c'est quand même Amanda Seyfried, donc. Ils ont tenté. Le trope de la fausse moche, c'est ça? C'est ça, c'est le trope. Sur Ugly Betty. Et justement, c'est le trope de la fausse moche et qui est amie avec une meuf archi canon dont le film te dit clairement mais pourquoi est-ce qu'elles sont amies? C'est ça, qui joue vachement sur ce trope. Un soir, Jennifer assiste à un concert d'un groupe d'une sorte de simili Green Day. D'ailleurs, c'est très très drôle comment ils se moquent de la mode des groupes un petit peu californiens, type Green Day. Et le groupe finit par l'emmener pour la sacrifier auprès de Satan directement, parce qu'ils pensaient que Jennifer était vierge. Alors je sais pas pourquoi ils ont pensé ça, mais voilà, bon. Donc déjà le fait qu'ils l'apprennent parce qu'elle est vierge, ok, c'est bizarre, mais en soi pourquoi pas. Sauf que Jennifer n'étant pas vierge, le sacrifice rate et un démon se retrouve piégé dans le corps de Jennifer. Et pour se nourrir, Jennifer doit manger des humains. Et durant tout le film, elle ne mange que des mecs. Jusqu'au moment où sa meilleure amie finit par se rendre compte qu'il y a quand même un petit souci avec toute cette disparition et fait que Jennifer vomisse un liquide noir sur elle, mais pourquoi pas. C'est bien naturel. C'est bien naturel. Et donc, on comprend que Needy va perdre beaucoup de choses à cause de ce démon. Parce que pour moi, c'est à cause du démon, c'est pas à cause de Jennifer, c'est à cause du démon qui a une emprise sur elle. Et Needy, du coup, passe justement de la fille un petit peu nunuche et moche à une fille qui sait se battre, qui n'hésite pas à tuer des gens, elle aussi, et qui devient folle. Justement, le film insiste sur cette dimension, c'est qu'elle s'est atteinte dans un asile parce qu'elle devient folle à cause de ce qui s'est passé avec Jennifer, et notamment son petit ami. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont abordées. C'est assez maladroit par moments, c'est un peu bordélique, carrément. Il y a d'ailleurs 2 versions, il y en a une qui a été pas censurée, mais qui apporte 2-3 plans un peu sanglants, sans plus. C'est vraiment une proposition très étonnante parce qu'elle parle vraiment, comme je l'ai dit, du rôle des adolescentes aussi.
Ça, pour le coup, c'est vraiment un film en direction des adolescents et adolescentes. Et c'est vrai que le film a été repris dans certaines, justement, sphères un peu féministes et lesbiennes, parce que non seulement le film avait une aura très lesbienne en raison du couple principal, parce qu'on se dit que vraiment, le film, si elles avaient été ensemble, le propos se serait tenu quand même. Et le baiser qui avait été vendu et justement survendu dans cette promo assez racoleuse, justement, quand on voit le film, il prend tout son sens. Et je trouve que la scène en elle-même insiste sur l'attirance qu'il y a entre les deux sans forcément en faire des caisses. C'est l'histoire d'une fille, elle est attirée par sa meilleure amie, et c'est vrai que sa meilleure amie, elle est possédée par un démon. C'est voilà. Classique. Ça arrive à tout le monde, voilà. Et donc c'est un film très intéressant en matière aussi de comment une femme filme d'autres femmes. Voilà. Alors oui, le look de Jennifer est très sexy, mais en soi, j'ai trouvé que ça allait bien avec le personnage et que la manière dont Megan Fox prête sa plastique, justement, et toute la réputation qu'elle a à ce rôle, c'est très intéressant à observer avec un degré un peu méta. On sent que c'est vraiment un rôle où elle joue la potiche, mais il y a un message derrière qui dit « Je suis une potiche, mais faites gaffe à vos fesses quand même ». Et je trouve ça très intéressant. Ouais, moi j'aime beaucoup ce film que j'ai découvert très récemment en fait parce qu'effectivement à l'époque j'avais été un peu dégoûtée par la promo et en fait c'est marrant parce que il revient un peu sur le devant de la scène effectivement comme tu dis récupéré un peu par des sphères militantes et notamment aussi parce qu'il y a un long article entretien qui a été sorti donc avec la scénariste et la réalisatrice qui reviennent en fait sur toute la période et le fait qu'elles étaient totalement en désaccord avec le marketing qui a été fait autour. Donc c'est aussi intéressant de voir que les studios n'écoutent pas les femmes qu'ils embauchent. Je vous conseille vraiment de lire parce que je trouve que ça en dit beaucoup sur la manière dont certes on fait les films avec des héroïnes mais aussi sur la manière dont on les vend parce que parfois il y a un énorme monde entre la manière de vendre quelque chose et le contenu qu'il y a. Parfois c'est pour le meilleur mais très souvent c'est pour le pire et on se fie énormément aux promotions de films qui ne vendent pas forcément le résultat final. Donc quand c'est sur la qualité en elle-même, genre tiens on m'avait vendu une scène dans la forêt, en fait il n'y a pas de scène dans la forêt, on s'en fiche. Mais quand on parle je trouve d'un message plus ou moins militant quand dans un film comme Jennifer's Body, c'est la promo de ce film qui l'a tué. Tout à fait. Surtout que ça peut être beaucoup plus pertinent. C'est ça. Quand on le revoit, alors je déteste cette expression, mais quand on le revoit aujourd'hui, on se rend compte qu'il y avait peut-être des choses dedans qui préfiguraient de ce que Hollywood allait vivre et de ce que le militantisme féministe était en train de vivre avec tous ces bouleversements durant ces dernières années. Donc comme j'ai dit, c'est assez imparfait au niveau de la qualité. Le rythme est très bizarre. J.K. Simmons a une perruque absolument immonde. Mais donnez-lui quand même une chance parce que vous allez en sortir avec peut-être quelques interrogations et questionnements. Et je trouve que c'est quand même pas mal pour un film qui se vend sur la base de Megan Fox est à moitié à poil durant le film. Mais justement, tu parlais du male gaze tout à l'heure et on parlait des films d'action, des femmes qui se réappropriaient des codes masculins et tout. Et c'est vrai que c'est une période où on a commencé à engager aussi des femmes pour filmer des femmes. Et c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et mine de rien, il y a un regard qui est différent et qui est beaucoup plus... on s'en fout en fait de la montrer pour ce qu'elle a l'air d'être, enfin pour sa plastique. Et on est là pour montrer un personnage et raconter des choses avec. Et elle est plus que juste une jolie femme ou quoi. Et voilà, on voit Megan Fox, la même période, elle fait ça, où son physique a un sens, et à côté, t'as les Transformers, où c'est la jolie fille que drague le héros, quoi. Et c'est vrai que, et encore aujourd'hui, on a eu l'exemple avec Wonder Woman, dans Wonder Woman et dans Justice League, avec les Amazones qui d'un coup n'ont plus de fringues dans Justice League, alors qu'elles étaient habillées normalement. Et même le personnage de Wonder Woman qui est genre filmé dans Justice League, justement avec du male gaze, avec des plans cul, avec plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est une évolution qui est en train encore de se produire et il serait temps qu'il y ait des hommes qui apprennent un peu à filmer les femmes. Super, écoute, merci Aline pour cette remarque très pertinente. Pour enchaîner avec la suite, il me semble que David nous a concocté un petit quiz. Exactement, Actionneur, c'est toujours l'occasion de faire un quiz. Donc là,
Les règles vont être simples. Je vais balancer des extraits de 10 secondes tirés de trailer. Il y aura 2 extraits. À vous de deviner le film. Alors, le film, en particulier, ce sont des spin-offs avec des héroïnes. Et donc là, les extraits de film sont tirés du film original. D'accord, et on doit deviner le spin-off. Exactement. Et le film original, par exemple, je sais pas moi, Le Monde de Dory, tu vois, j'aurais mis des musiques du Monde de Nemo. Ok. Vous êtes prêtes? Il est prête. Premier extrait. Disons qu'on entre dans l'ascenseur qui refuserait de répondre, qu'on passe les gardes avec leurs armes, qu'on en mange J'ai- une forte qu'on ne peut pas ouvrir. Tu penses vraiment qu'on pourra sortir avec dans les 150 millions de dollars en liquide? Ah oui, c'est bon, j'ai aussi. Ouais. Ocean's 8. Yes. Bien joué, Aline. Je connais par cœur Ocean's 11. Ok, un point pour Aline. Ok, allez, deuxième extrait, il y en aura 5 en tout. Hein. Celui-ci va être un peu plus chaud, je vous le dis tout de suite. Comment tuer un homme qui n'a pas peur? En faisant naître la peur en lui. Wow. Alors c'était un peu court aussi, je trouve. Ah bah oui, hein, c'est des extraits de 10 secondes. Ok. Est-ce qu'il y a un spin-off du film de Schwarzy qui combat le diable ou Non. Allez, j'ai un deuxième extrait si vous voulez. Ah ouais, je veux bien. Je hante les toits et les ruelles la nuit. En quête de justice. J'ai une justice aveugle. Ouais. Un démon gardien. Ah oui, c'est bon, j'ai. Du coup, Vas-y, Aline, c'est toi. c'est Electra, spin-off, Yes. spin-off de Daredevil avec le même doubleur que Tobey Maguire dans les Spider-Man. Pourquoi? Aline is on fire. Trop C'est fort. tout le cinéma que j'aime. Electra, un film de qualité, n'est-ce pas? Non. Allez, nouvel extrait. À 9h précises, notre base opérationnelle Soxent au Qatar a été attaquée. J'ai... Le seul indice que nous ayons est un son. Je connais cette bande-annonce par cœur. Alors c'était Transformers 1 et du coup c'est Bumblebee, j'imagine. Yes. Je l'avais sur le bout de la langue, mais est-ce qu'on considère Bumblebee comme un spin-off féminin, sachant qu'il y a juste Bumblebee et qu'au final Mais la Bumblebee fille n'est pas c'est même genré, pas- il me semble. Alors ça, je sais pas si tu lui avais donné un genre. Si, il me semble. Et puis après, c'est vraiment l'actrice féminine qui est au centre. Oui, c'est vrai. Mais, c'est pas faux. Tout comme Megan Fox l'était dans les films originaux, bien sûr. Faut pas. T'es tellement interchangeable, la pauvre. Personne s'est rendu compte que c'était plus elle dans le 3. Mais oui, cette bande-annonce-là, je la connais par cœur, je l'ai beaucoup regardée à l'époque, c'est pour ça. Ok, donc Aline est en train de nous rouler dessus, hein. Je pense que. Ah ouais, carrément. De toute façon, Sur l'autoroute de l'humiliation, là, on est bien, C'est bien clair. lancé. Je vais essayer de laisser un peu de place. Allez. Les deux derniers vont être un peu plus difficiles. C'est des spin-offs qui ne sont pas encore tournés. Oula. Ouais, ok. J'ai des idées déjà. Mais seront-ils tournés un jour? Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont être tournés ou pas? Normalement, je pense que oui. En tout cas, pour celui que je vais présenter. Alors, Expendable. Alors ça, c'est de la triche. Je pense que je chante ce titre. Déjà. Allez, vas-y, David. On va faire un petit tour. C'est un spin-off de Fast and Furious? Yes. Alors, je savais pas qu'ils allaient en faire un avec une nana. Si, ils vont faire un spin-off avec que des femmes. Ah, What? ok. Mais ça sort d'où cette rumeur? Enfin, ce truc? Non, mais il est sorti. Il est sorti? Non, c'est David Leitch qui est attaché à la réalisation. Waouh. Et c'est comme ça qu'ils ont pu garder un certain nombre du casting féminin. Donc, pour le nouveau. Donc Michel Rodriguez est pas morte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que je sais même plus où elle en est, Michel Rodriguez. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est... Je sais plus. Moi, j'ai vu que le premier en vrai. Je sais pas, ouais. Est-ce que du coup ça va se passer dans le passé, qu'ils vont faire revenir genre Gal Gadot et tout? Non, mais Michel Rodriguez, elle est revivante et elle est attachée, elle est en train de tourner le nouveau Fast and Furious qui est en tournage. Parce que le truc, Il c'est est en qu'il y a tournage. un Ah spin-off ouais. qui est déjà qui va sortir là. Bah oui, il y a Sean Ouais. Hobbs avec The Rock et Jason Statham, mais... Non, ça a été annoncé il y a quelques mois. Vraiment, c'est super jeune. Putain, va y avoir le Fast and Furious Cinematic Universe, quoi. Genre, il va y avoir des spin-offs dans tous les sens. Marvel n'a qu'à bien se tenir. Avenge de Fallen avec une photo du mec. Comment il c'est s'appelle le celui qui montage. meurt dans le deuxième film, je crois Il meurt à la fin de Tokyo. Ouais, c'est ça, et qu'il y a un flashback de son accident après. dans Oui, le c'est film. ça, bah ouais. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai Oui, pas vu c'est les Anne, films, je mais on va en crois. Je crois parler. que c'est Anne, un truc du genre. Et il y avait un montage de sa tête, il y avait écrit Avenge de Fallen. Et j'ai beaucoup ri en voyant ça, parce que ça, c'est vraiment ça, en fait. En plus, il le venge, donc ça correspondait bien. Allez, dernier. J'ai tout perdu. Ce chien était le dernier cadeau de ma femme. Il va y avoir un spin-off sur John Wick. Jonathan,
Tu avais réussi à sortir de ce milieu. Mais si tu y replonges ne serait-ce qu'un orteil, tu risques de ne plus jamais en refaire surface. C'est une affaire personnelle. Alors oui, du coup, il va y avoir un spin-off de John Wick au féminin. Sur Elberry, alors? Non. Alors, pour le moment, on sait pas trop. Il y a plein de spin-offs annoncés, mais pas forcément des spin-offs féminins. Si, là, il va s'appeler Ballerina. Ça va être écrit par Shea Hayton, qui est un scénariste d'une vingtaine d'années qui est hyper fan de Shane Black. Et les rumeurs qui courent disent que normalement les premières pierres de ce spin-off-là seraient posées dans le John Wick 3. Il y a qui de féminin dans l'univers de John Wick? On a Halle Berry. Ruby Rose, elle est morte, ouais. Vraisemblablement. Il y a un personnage non binaire aussi, Asa Kate Dillon. C'est le perso joué par Ruby Rose? Ouais. Ah bon? Parce que du coup... Enfin, Ruby Rose est non binaire, mais... Je sais pas si... Et elle aussi non-binaire, oui, j'avais zappé ça. Mais du coup, oui, c'est un remplacement juste d'actrice ou je sais pas. Peut-être qu'ils vont du coup introduire un nouveau perso qu'on ne voit pas forcément dans la bande-annonce c'est vrai. de John Wick 3. Ouais, je pense aussi parce que là, on est encore au stade de la rumeur. Hein. Je sais que les studios se battent pour avoir ce film, mais pour le moment, les seules choses qu'on sait, ça serait l'histoire d'une femme assassin, et c'est tout, quoi. Parce qu'il y a aussi la série qui est annoncée, la série Continentale. Et une série. Ouais. Oui, d'ailleurs, ils ont promis que Keanu Reeves y ferait des petits caméos de temps en temps qui passeraient. Dans le fond. Coucou, je ne fais que passer, j'ai buté 2-3 mecs. Mais pas de moi. soit dit en passant, je viens de découvrir un truc. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de film en VF et je suis ravi de découvrir que c'est toujours Jean-Pierre Michaël qui fait la voix de Keanu Reeves parce que c'est un très bon doubleur. C'est un super doubleur. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour cet acteur. Moi aussi. Ok, et donc le quiz remporté haut la main par Ah oui. Aline avec 3 points. Tu peux te resservir une part de gâteau au chocolat, Aline. Je vais faire ça de ce pas. Ok, après ce petit quiz, ça nous fait une parfaite transition pour attaquer une période vraiment plus contemporaine, puisqu'on va se pencher sur les années 2010. Donc, on arrive à la fin de cette décennie, mais on a vu quand même pas mal de choses évoluer durant ces 10 dernières années. Moi, je m'étais marqué que c'était peut-être une période où on avait un renouveau, en tout cas, de la figure de l'héroïne. Voilà, on a des franchises comme Star Wars qui ont mis au centre de la nouvelle trilogie une femme. Star quoi? Et c'est même une femme qui était aussi au centre du premier spin-off Star Wars. Voilà, c'est aussi une période où on a commencé à avoir vraiment des films avec des super héroïnes, près de 10 ans après les fours qu'avaient été Catwoman et Elektra, qui avaient enterré le genre pour la décennie qui a suivi. Hein. Donc voilà, il a fallu attendre Wonder Woman et puis très récemment Captain Marvel pour avoir enfin des super héroïnes au centre de leur propre film. Et puis, c'est aussi une période où on a des reboots au féminin avec Ghostbusters, avec Ocean's 8, on en parlait à l'instant, et puis tout un tas d'autres films d'action avec des héroïnes comme Atomic Blonde, comme Spy, ce genre de choses. Et c'est aussi une période où on a des franchises d'action, mais qui sont plus orientées pour les adolescents. Là, on disait dans les années 80, 90, on était quand même sur des films d'action qui étaient quand même majoritairement destinés aux adultes, avec pas mal de passages assez violents, assez gore. Voilà, enfin, vous n'allez pas montrer Alien à vos enfants de 13 piges, quoi. Et là, on a Divergente, on a Hunger Games, qui sont des franchises tirées de romans young adults, et donc qui sont directement destinés aux adolescents et adolescentes, et avec des héroïnes au centre de l'histoire. Donc c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est des figures qui sont peut-être un petit peu nouvelles à l'écran. Je sais pas ce que vous en avez pensé, comment vous avez vécu aussi l'arrivée de ces franchises au cinéma. Concernant Hunger Games, on a quand même eu cette histoire de whitewashing au niveau de Jennifer Lawrence, puisque le personnage de Katniss est défini comme ayant une peau olivâtre, ce que Jennifer Lawrence n'a pas du tout. Donc mon premier contact avec Hunger Games a été un petit peu mitigé, parce que quand on annonce d'emblée que le personnage principal n'aura pas une de ses caractéristiques ô combien essentielles à respecter, ça refroidit un petit peu. Après, globalement, sur la qualité des films en elle-même, je trouve que ça accorde quand même beaucoup d'importance au triangle amoureux, peut-être au détriment du message politique. C'est comme si c'était une manière de vouloir faire avaler le message politique aux jeunes filles en leur disant
Alors, il y a un message politique, mais il y a quand même une histoire d'amour. Et j'ai l'impression que ça sous-entend que un public féminin ne peut pas entendre de message politique sans que ce soit enrobé dans quelque chose de peut-être un petit peu plus avenant et un peu plus traditionnel, comme un triangle amoureux et des romances. Donc c'est pour ça que ça m'avait j'étais un petit peu mitigée, alors que les romans se dévorent très bien. C'est vraiment, on sent que Suzanne Collins est une scénariste à la base et que ses bouquins étaient vraiment des scénarios prêts à adopter clés en main par Hollywood. C'est un peu le même constat d'ailleurs pour Divergente, où on sent aussi que c'est vraiment du produit destiné à être adapté en film. On peut se contenter des bouquins qui sont, je trouve, assez honnêtes et assez complets, mais l'adaptation des films, c'est vraiment du case par case, de la ligne par ligne. Je trouve que ça apportait pas forcément grand-chose de neuf, et le traitement de Tris m'avait beaucoup déçu, parce que déjà je trouve le concept des 4 maisons où on est envoyé, je trouve que c'est assez réducteur et très très simpliste. Parce qu'en fait, dans le fond, on est tous un peu les 4. Oui, mais c'est ça. Et puis ça, c'est comme si le mélange était un peu proscrit, et que quand on essaie d'être plein de choses à la fois, on est un paria. Donc je comprends ce que ça tentait de dire, mais je trouve que c'était assez maladroit dans la manière dont c'était écrit. Et encore une fois, la romance est quand même assez niaise, très mauvaise. Et ça, c'est un truc dont j'ai vraiment pas été fan. Donc j'ai quand même préféré Hunger Games pour la dureté de ce que ça raconte, parce que c'est quand même une saga qui n'épargne pas ses personnages, y compris le personnage principal, Katniss. Elle vit quand même des choses très dures. Là où Divergente, j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. Et je trouve que Shailene Woodley est une très bonne actrice, mais que dans le rôle de Tris, elle est vraiment à côté de ses pompes de A à Z. Puis accessoirement, Hunger Games, c'est une saga qui a une fin aussi au cinéma. Oui, exactement. c'est non négligeable. On peut rappeler que Divergente n'a pas eu sa dernière partie qui est sortie au cinéma. Il est censé avoir une série télé, je crois, pour clôturer le truc. C'est pas ça qui a été annoncé récemment, comme c'était mort, ça y est, c'est fini. Ah, peut-être que il me semble que Lionsgate a annoncé qu'il n'y avait vraiment rien. Finalement, on a annoncé la série après, je sais plus. Ouais, parce je sais que récemment, ils ont vraiment annoncé la mort d'un projet. D'accord, c'est peut-être ça, du coup, parce qu'effectivement, ils avaient dit, ok, on fera pas au cinéma, mais on fera à la télé. Shailene Woodley, justement, avait quitté, du coup, le projet. Miles Teller aussi, Ansel Elgort aussi, enfin vraiment tout le monde avait quitté le navire en apprenant que ce serait à la télévision, parce que ça implique qu'il faille refaire un agenda, des contraintes aussi de tournage, parce que souvent la télévision aussi, parfois ça a le mérite d'avoir de beaux décors, vraiment comme Game of Thrones, mais parfois c'est tourné on ne sait où, et pour économiser un peu de budget, mais c'est aussi des contraintes pour les acteurs. Donc je peux comprendre que les acteurs n'aient pas forcément envie de voir la fin de leur saga expédiée en 2 coups de vent. Après, c'est dommage pour les fans qui voulaient peut-être voir une fin. C'est quand même assez frustrant, même quand on n'est pas forcément fan, je trouve ça frustrant d'un seul coup de tout couper. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais. Surtout quand on est comme Divergente, c'est pas comme si c'était pas un premier film, il s'est cassé la gueule, on ferait plus rien. Là, ils ont fait un 1, ils ont fait un 2, ils ont fait un 3, il manque une partie, mais c'est vraiment s'arrêter, c'est comme si on t'enlevait les 50 dernières pages de ton bouquin. C'est vraiment frustrant. Moi, je les ai jamais regardés, et le moment où je me suis dit, peut-être je vais les regarder, quand j'ai vu ça, j'ai pas envie, en fait. C'est ça. J'ai pas envie d'avoir une histoire pas finie, ça prive de potentielles personnes qui pourraient regarder les films, ça les prive aussi de découvrir, parce que les films vont nulle part, en fait. C'est ça, et c'est comme une série. Qui a envie de découvrir une série quand on sait qu'elle est annulée au bout d'une saison et que ça se termine sur un énorme cliffhanger? Firefly, c'est différent, il y a eu un film après. Qui conclut... Ouais. Ça aurait pu être mieux. Ouais. Mais du coup, si on revient sur Divergente, peut-être que ça dit quelque chose aussi d'une industrie qui n'est pas forcément 100% prête à soutenir des films comme ça avec des héroïnes. Et par soutenir, j'entends au niveau du marketing, au niveau de la puissance de frappe publicitaire qui peut être déployée, parce que ça joue aussi pas mal sur les résultats d'un film, et qui sont peut-être un petit peu plus frileux en fait, et ils estiment en fait globalement que ce sont des projets qui sont plus risqués versus des films avec des mecs au centre de l'affiche, quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, j'ai l'impression. C'est ça, j'ai l'impression que plus ça va et plus les films qui ont pas forcément des personnages féminins en lead ont peut-être plus de chances d'avoir des suites que les grosses machines où il y a des femmes en tête. Genre le Ghostbusters de 2016, c'est un exemple parfait. C'est que le film n'a pas été un carton absolu. Et pourtant, c'est quoi le nouveau film qui est annoncé ? C'est un film qui ne reprend pas du tout les personnages féminins de Paul Feig. C'est vraiment un nouveau départ à zéro. Alors avec certes une femme, donc Carrie Coon, qui sera en lead, avec des personnages adolescents où il y aura a priori un petit peu plus de mixité, contrairement au film d'Ivan Reitman,
Mais on voit que dès lors que des films avec des personnages féminins en lead ne fonctionnent pas, après ça, il n'y a plus beaucoup de marge pour recommencer ensuite. Oui, puis en plus, ne fonctionne pas, c'est en plus toute une expression. Le Ghostbusters de 2016, c'est pas non plus un four, c'est pas non plus un film qui n'a eu aucune entrée. Je pense pas qu'il ait fait perdre beaucoup d'argent à Sony. C'était clairement rattrapable. Mais je pense qu'ils sont remboursés. Hein. Le film a été rentable. Oui. Et au-delà d'un certain backlash qu'on a retrouvé sur Internet, les critiques ont été quand même pas si dégueu que ça. Moi, je sais que le film, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai apprécié. Je trouve que c'est un divertissement qui est hyper honnête, pour le coup, qui est hyper sympa, qui met en scène aussi des héroïnes qui sont pas du tout sexualisées pour le coup. Et c'est hyper rafraîchissant. Ouais, c'est le mec qui est sexualisé. C'est Chris Hemsworth il est formidable qui joue le eye candy parfait dans le film. Et justement, par contre, c'est, je trouve, une super illustration d'un phénomène qu'on a beaucoup vu dans ces années 2010, qui est ce backlash en ligne sur les réseaux sociaux. Pour la simple et bonne raison que c'est dans cette décennie que on a eu l'explosion de Twitter et compagnie, et que du coup, les fans ont pu faire entendre leur voix. Alors, à la fois, c'est hyper cool parce que je pense qu'effectivement, c'est hyper intéressant pour les communautés de fans de faire entendre leurs remarques diverses et variées, notamment par rapport autour de la diversité, des représentations, etc. Donc ça, c'est hyper important. Mais ça permet aussi, forcément, le backlash et toutes les critiques négatives plus ou moins fondées et qui peuvent facilement virer au harcèlement des acteurs, de toutes les équipes d'ailleurs techniques qui sont derrière les films. Et c'est notamment ce qu'on a beaucoup vu sur Ghostbusters de façon mais totalement démesurée. Oui, je crois que même Leslie Jones avait fini par quitter Twitter. Elle avait fini par revenir, mais c'est quand même assez symptomatique. Moi, je pense aussi aux actrices de Star Wars, Daisy Ridley et Kelly Marie Tran, qui ont dû quitter les réseaux sociaux parce qu'elles se prenaient... Daisy Ridley aussi ? Ouais, elle a quitté Instagram. Parce qu'elle avait... Daisy Ridley, c'est une jeune fille comme beaucoup de jeunes filles qui a des problèmes de peau et d'acné. Et ces abrutis se sont jetés sur elle en critiquant ça parce qu'ils savaient qu'ils avaient mis le doigt sur mais justement, elle expliquait pas qu'elle avait de l'endométriose et que c'était lié... Aussi. Et à un moment donné, elle en a eu marre des attaques sur son physique de la même manière que Kelly Marie Tran aussi. Kelly Marie Tran, on ajoute aussi forcément l'aspect raciste à tout ça, mais on voit aussi que ce sont ces grosses franchises avec des actrices issues de la diversité qui aussi sont en première ligne, qui sont les plus victimes. On voit aussi Ruby Rose, justement, qui va jouer Catwoman et qui a quitté Twitter parce que justement des gens... Batwoman. Oui, Batwoman, excusez-moi. J'allais dire genre... En même temps, Catwoman, elle est aussi un peu sur le spectre LGBT, non ? Il me semble que si. Un peu, hein. Il me semble qu'il y a des histoires où elle est pour bisexuelle. Ça. Et voilà. Et du coup, donc Batwoman qui est une héroïne lesbienne, Ruby Rose qui va donc l'interpréter et qui, pareil, a quitté Twitter parce que elle se prenait plein d'une vague de hate de la part des haters. Donc c'est quand même assez symptomatique aussi de voir que ce sont généralement les femmes qui sont en première ligne dès qu'il s'agit d'attaquer quelqu'un sur les internets, et rajouter à ça le fait que ce sont des actrices issues de la diversité, et à ce moment-là c'est vraiment c'est assez dramatique de voir ça. Enfin, honnêtement, moi ça me fait beaucoup de peine parce que ce sont des actrices que j'ai beaucoup de plaisir à suivre, qui ont une passion contagieuse, qui représentent un vent de nouveauté, et voir que au bout d'un moment elles n'en peuvent plus, qu'elles aussi craquent, c'est assez démoralisant à voir. Et j'ai une question, moi, en quoi, vu que vous êtes des femmes, en quoi est-ce important ? Parce que quand on voit les backlash qui se produisent, c'est toujours des hommes qui disent les femmes, elles se prennent la place des hommes. Enfin bref, on l'entend en permanence. Et en quoi, vous, en tant que femme, est-ce important de voir des femmes représentées dans les films, et notamment dans le cinéma d'action, qui est quand même un genre qui, malheureusement, est quand même très porté par des personnages masculins depuis quasiment son origine. Je pense que c'est hyper important pour plein de raisons. Déjà parce qu'en fait, c'est des médias qui sont omniprésents. Là, on parle du cinéma, principalement du cinéma occidental d'action, qu'on retrouve partout, que ce soit au ciné, à la télé, même jusque dans les séries. Tu vois, c'est quelque chose qui berce notre quotidien. Et forcément, ça influence en fait toutes nos représentations de manière plus ou moins inconsciente. Et ça, c'est des choses qui sont très bien étudiées en psychologie ou dans les media studies. Le fait de représenter, alors soit de ne pas représenter de femmes du tout, soit de le représenter avec toujours les mêmes caractéristiques. Je crois qu'on en parlait un petit peu avant. Elles ont toujours le même type de métier,
traditionnellement féminins du type l'infirmière. Elles sont toujours dans des situations soit de détresse, où c'est elles qui vont être capturées et prises en otage, ou alors ce sont uniquement des love interest des hommes. Et en plus, toutes les actrices qui sont choisies pour jouer les personnages féminins sont généralement blanches, jeunes, minces, jolies, cis, voilà, hétéro, qui ça rentre toujours dans les mêmes canons qu'on nous resserre tout le temps. En fait, c'est hyper, ça a un impact négatif en fait sur la manière dont les femmes peuvent se projeter dans le monde, et ça a un impact négatif aussi sur la manière dont les hommes qui consomment ces médias perçoivent les femmes. C'est vrai que c'est vraiment l'impact de la représentation qui est très important. Moi, quand je suis allé voir Captain Marvel, j'étais avec une amie, et à la sortie du film, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est le film que j'aurais dû voir quand j'avais 5-6 ans. Et c'est hyper intéressant parce que, moi j'ai grandi comme un garçon et j'ai eu ces représentations-là, j'avais pas de problème avec ça, et c'est vrai que je me rends compte que plein de gens autour de moi n'ont pas eu cette chance-là, et maintenant je le vis d'une autre manière, et c'est vrai que ça fait mal en fait de voir personne qui te ressemble dans les films que t'aimes, et te dire que tu n'existes pas aux yeux du grand public en fait. Ou peu. Et non seulement ça fait mal de ne pas être représenté, mais ça fait aussi du mal de ne pas voir des problématiques qu'on vit tous les jours. Je pense notamment à Captain Marvel, qui glisse de manière très sibylline via Maria Rambeau, que l'US Air Force a été pendant très longtemps très très masculine, qu'elle excluait les femmes de certains postes à responsabilité. Et justement, le fait de voir Captain Marvel, un film où des femmes arrivent à accéder à des postes au fur et à mesure de leurs efforts, de leur force, moi ça me fait super chaud au cœur. Et ça peut paraître bête à dire, mais la fameuse scène où Carol se relève au fur et à mesure, ce petit montage, j'avais des putains de frissons, parce que c'est exactement la force féminine, la résilience de s'en prendre plein la gueule, notamment par le patriarcat, et pourtant elle réussit tout le temps à se relever, et c'est quelque chose que dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale, dans ma vie sentimentale, j'ai dû affronter à de nombreuses reprises, alors pas forcément en tombant de mon vélo ou quoi, mais le fait est que en tant que femme, on est plus susceptible d'être mise à terre par la société, et justement d'avoir de plus en plus de difficultés à s'en relever, et justement voir une héroïne comme Captain Marvel réussir à s'en relever, et réussir en partie à se relever grâce à la force féminine qui l'entoure, donc Maria et Monica Rambeau, ça rend le film d'autant plus beau, parce qu'en plus on voit, ne serait-ce qu'en matière de représentation, que ça y est, Carol, c'est devenu un peu une icône lesbienne aux yeux des fans de Marvel. On voit un nombre de fanarts absolument hallucinants de Captain Marvel, soit avec Maria ou soit avec Valkyrie. Alors Brie Larson et Tessa Thompson, on ne les arrête plus à ce sujet, mais justement c'est quand on voit un film comme ça qu'on se dit que ça compte aux yeux de beaucoup plus de gens qu'on pourrait le croire. C'est ça, il y a tout un pan du public qui se rend pas compte à quel point ça a un impact, à quel point c'est important, un truc aussi simple en fait. Ouais, c'est tout bête, mais mettez une femme qui n'a pas un rôle cliché, et déjà vous allez satisfaire énormément de gens en fait, et même leur faire beaucoup de bien. Donc c'est important quoi. Mais même en tant qu'homme, je trouve que souvent il y a un côté castrateur chez les abrutis, c'est que t'as l'impression qu'ils sont dépourvus d'empathie. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, moi je suis homme hétéro cis, et je peux m'investir quand même quand je vois un film ou je lis un livre des personnages féminins sans que je me sente ni rejeté, et au contraire être confronté à une autre vision qu'est la mienne. De toute façon, ce que je veux voir quand je vais au cinéma, c'est pas me voir moi porté à l'écran. Parce que je veux dire, il me suffit d'un miroir pour voir ça. Mais je trouve que c'est quand même important en tant qu'individu, mais quel qu'il soit, de pouvoir voir d'autres visions et d'autres points de vue que le sien. Et je trouve qu'il y a un côté absurde, débile, restreint, étriqué, que de vouloir avoir toujours le même type de premier rôle, même type de représentation. Il y a un côté presque fatigant, quoi. Surtout que, je prends l'exemple des femmes, mais les femmes ont droit à, ont été très peu représentées à travers le temps. Elles ont dû se dire justement ce que tu viens de dire, d'accepter une représentation qui n'est pas la leur, et de quand même l'apprécier. Et on sort 3 films avec des femmes en lead, et le public masculin se retrouve dans cette situation-là et ne supporte pas ça, et s'énerve pour ça, et on a envie de leur dire mais nous c'est comme ça depuis le début en fait. Clairement. Et d'ailleurs c'est marrant, mais dans un peu un autre domaine, cette semaine Jordan Peele a dit que ça ne l'intéressait pas de caster des acteurs blancs pour ses films, parce qu'il avait déjà vu ses films. Ouais. Et alors beaucoup de gens se sont énervés, mais j'ai juste envie de rappeler que c'est grâce à Jordan Peele qu'on a enfin Lupita Nyong'o
qui a le lead d'un film 5 ans après son Oscar. Oui, là, il faut qu'elle en ait un autre d'ailleurs. 5 ans. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, 5 ans dans la carrière d'un acteur, tout ce qui peut se passer, c'est hallucinant, surtout dans le système hollywoodien où vraiment c'est la course au plus de rôles possible parce que on sait qu'en un claquement de doigts, tout peut disparaître, encore plus quand on est une femme. Je trouve que Lupita Nyong'o est quand même un très bon exemple, justement, du fait de devoir attendre super longtemps pour être mise sur le devant de la scène, qui plus est dans un double rôle, qui plus est dans un film d'horreur. Enfin, je trouve qu'il y a quand même de quoi se poser des questions. Surtout qu'elle a été castée dans Star Wars, mais qu'elle joue un rôle en motion capture. Elle a été engagée dans le livre de la jungle, motion capture. La plupart de ses rôles, elle est dans Black Panther. C'est soit du second rôle. Voilà, ouais, c'est avec Black pareil, Panther que ça a embrayé un petit peu. Et encore, je trouve que Nakia a pas le crédit qu'elle devrait recevoir parce que elle aussi, elle a sa part dans l'action. Je trouve qu'on l'oublie un peu trop. Même Avengers, je trouve qu'elle l'a un petit peu oublié. Mais elle est carrément pas dedans, je crois. Bah non. On sait que Shuri et... Ouais. Bon après, et The Fallen, c'est un film qui est très dense. C'est ça. Pas forcément la place de rentrer tout le monde évidemment. C'est ça. Mais je trouve ils ont coupé Jon Favreau aussi au montage. Oui, c'est vrai. mais voilà, je trouve que Lupita Nyong'o est quand même un très bon exemple d'une actrice qui est capable vraiment de tout jouer. D'ailleurs, elle va jouer dans un petit film indépendant, un petit film de zombies, qui a reçu de très bonnes critiques à Sundance. Et je sais plus le titre. Mais voilà, il faut attendre 5 ans pour que Lupita soit enfin le lead de pas mal de films dans des genres, là pour le coup ça reste un petit peu pour le moment cantonné un peu à l'horreur, mais j'aimerais vraiment que elle fasse autre chose. D'aucuns diraient que Us, on est au croisement de l'horreur et du drame un petit peu. Oui, du thriller, et puis il me semble qu'elle joue, alors, soit je me trompe, parce que je vais jouer dans le film d'espionnage de Simon Kinberg avec Jessica Chastain, avec Marion Cotillard, Fan Bingbing, Penelope Cruz. Donc ça y est, Hollywood commence enfin à comprendre au bout de 5 ans que Lupita méritait son Oscar et qu'elle devrait avoir plus de rôles. Mais 5 ans, ça me paraît énorme. Après, on va pas se mentir, je pense que le fait qu'elle soit noire joue énormément. Parce que déjà qu'être une femme et s'imposer à Hollywood, c'est dur. Mais quand on est noir, quand on est une personne issue de la minorité, c'est encore plus dur parce qu'il y a aussi ce typecast qui fait qu'on est souvent réduite à jouer les mêmes rôles systématiquement et parfois à jouer des stéréotypes racistes et j'en passe. Ouais, il faut pas oublier effectivement que si on regarde les statistiques sur les rôles principaux dans les films d'action, les femmes représentent moins de 10% de ces rôles principaux, et dans ces 10% là, les femmes non blanches représentent encore vraiment 3 fois rien, et ça c'est un gros problème de Hollywood. C'est vaut aussi pour les femmes queer. Puis alors c'est une femme queer racisée, autant vous dire que ça y en a pas quoi. Donc c'est ça. Voilà. Juste Tessa Thompson qui hisse haut les couleurs. Voilà, on espère le film Valkyrie bisexuelle. On l'attend. Je pense qu'on ne l'aura jamais, mais c'est ça. Après bon, on sait que Kevin Feige a dit que il voulait plus de diversité, plus de personnages LGBT. Il y a des petits pas qui se font, il y a des acteurs trans qui ont été engagés pour Spider-Man Homecoming. Pour faire de la figuration. Voilà. Après, si c'est de la figuration, on n'en sait pas trop sur leur rôle. Non, mais c'est des collègues de classe, quoi. Ça va pas être des grands rôles. On le sait très bien. Mais moi, ils auront 3 répliques dans le film, on le sait très bien. J'aime bien l'idée de voir des camarades de classe de Peter qui soient trans, parce que je trouve que déjà même le premier Homecoming, j'ai confondu Far From Home et Homecoming, excusez-moi, mais du coup dans Homecoming il y a quand même une grosse diversité dans les collègues de Peter. On voit vraiment que et pour une fois ils ont leur âge et aussi. pour une fois ils ont leur âge. Alors j'ai appris quand même que Laura Harrier avait plus de 25 ans au moment de jouer Liz Allen, donc ça m'a un petit peu refroidi, mais sinon c'est vrai que je trouve que Spider-Man ça peut être un bon pas, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes issus de la diversité. Je pense que c'est des petits pas, on va pas se mentir. On aimerait que ça aille plus vite, clairement. Après, à voir si justement Marvel ne va pas aller un peu plus loin. On sait déjà que pour Eternals, ils recherchent un acteur ouvertement gay pour le lead, donc à voir pour la suite. Si vous êtes un acteur gay... N'hésitez pas à postuler. Franchement, ils auraient pu engager Lee Pace à quelques années près. Il a fait son coming out il y a 2-3 ans. Ouais. Je savais pas. Et il a été outé de force par un journaliste. Oh, on adore. Mais voilà, il a fait son coming out en tant que bi. En vrai, sans maquillage, on le reconnaît pas, tu vois, quand il est pas. C'est ça. Ça passe. Ça peut passer. J'ai plein de potes qui me disaient mais c'est lui et tout, enfin qui reconnaissaient pas, qui sont fans du Hobbit et qui me disent mais non c'est pas lui. Si c'est lui.
Je ne sais plus ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est marrant, on parle du Hobbit. Bah, justement, Aline, je voulais parler un peu du Hobbit. Parce que c'est quand même une grande saga d'heroic fantasy qui est tellement masculine que Peter Jackson a quand même dû inclure une femme. Sortie de toute pièce, il a dû la créer pour les films et elle sert de love interest. Ouais. Et ça m'a profondément saoulée. Surtout que la pauvre Evangeline Lilly, elle fait ce qu'elle peut avec le matériel qu'on lui donne, mais elle a pas grand chose. C'est pour ça que le Hobbit, j'étais en partie mitigée à cause de ça, c'est parce que pas assez de diversité et clairement le rôle d'Evangeline Lilly, c'est juste pas possible. Moi j'étais mitigée parce que j'ai trouvé ça très 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 mauvais. Alors moi de manière générale. J'adore le premier. Mais j'ai vu que le premier et j'ai vraiment détesté tout. Ah, tu vas détester la suite oui, alors. Je sais, c'est pour ça que je me suis pas forcée. Mais effectivement, la volonté, on va dire, de rajouter un personnage féminin là où il n'y en avait pas, pour moi, est totalement louable. Mais c'est super louable de la part de Jackson. Ce qu'ils en ont fait, c'était peut-être pas la peine en fait. Dommage. C'est vraiment l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je pense que le personnage de Tauriel en est vraiment une très bonne illustration. Alors qu'en plus, elle avait des connexions très intéressantes avec Legolas, avec son père. Je pense qu'ils auraient pu creuser ça un petit peu plus au lieu de la cantonner à une histoire d'amour impossible, interespèce entre un nain et une elfe. Mais c'est marrant ce que tu dis, Constance, sur les l'idée que le faire mais le faire mal, tout ça, parce que je sors un peu du cadre du cinéma, mais dans les milieux militants queer, c'est vraiment une question qui se pose. Est-ce qu'on veut une représentation mauvaise ou pas de représentation du tout? Qu'est-ce qui est le moindre mal en fait? Et on n'a pas de réponse à cette question, à vrai dire. Est-ce que cette question a une vraie réponse? Moi j'en doute. Mais... Je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses pour le coup. C'est ça. Mais je pense que c'est important d'accepter. Enfin, c'est cool qu'on arrive à arriver au stade où on se dit, ok, même s'il y a des persos un petit peu médiocres, eh ben c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe aussi à l'échelle d'un film. Il y a plein de films d'action avec des mecs au gros bras qui font des énormes flops, et c'est pas pour ça qu'on arrête de faire des films d'action. Ouais. On accepte totalement la médiocrité. Alors que par exemple, avec les super-héroïnes, par contre, Catwoman Electra, ça fait un four en 2004, et les mecs ont dit ok, c'est bon, on arrête. Genre c'est ça, c'est la nature même du film d'avoir une héroïne qui fait que le film marche pas. Donc du coup, on arrête. Ouais, il a fallu presque 15 ans pour que ça se refasse, quoi. Exactement. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on arrive à un stade où on arrive à faire comprendre à l'industrie que même s'il y a un truc qui fait un flop avec un perso queer, avec une femme, etc., c'est pas grave. En fait, il faut qu'on arrive à accepter cette médiocrité et à se dire c'est pas grave, on en refait un. Après c'est vraiment la lecture politique du film contre la lecture plus critique, on va dire, du cinématographique. Oui, mais à partir du moment où la représentation, que le film soit bon ou que le film soit mauvais, je pense qu'à partir du moment où il y a une représentation, quelle qu'elle soit, qu'elle existe dans le regard des gens, ça fera toujours avancer la cause, ou en tout cas l'esprit des gens. C'est parce que on cache certaines réalités que les gens tout d'un coup se crispent sur le fait de le voir. Après, je sais pas, tu vois, il y a beaucoup de films ces dernières années qui sont sortis sur des femmes trans et qui renforcent beaucoup de clichés qui nous font du mal. Effectivement. Et j'aurais bien voulu que ces films ne sortent pas, à vrai dire. Je pense je balance, je m'en fous, je pense à Girl de Lucas Dont qui est sorti l'année dernière. Danish Girl. Danish Girl, je trouve le problème moins grave, mais ouais, c'est aussi présent. Et c'est vrai que au final, ouais, c'est des films qui nous font du mal à force, parce que après ça donne une image faussée d'une communauté. Et... Donc au final, ouais, moi je suis pas très pour la mauvaise représentation, honnêtement. Je pense qu'il y a mauvaise et mauvaise représentation. Je pense qu'il y a mauvaise représentation où il y a quand même des gens qui ont tenté de faire quelque chose avec de bonnes intentions, et d'autres où c'est sous un aspect plus cynique, où c'est vraiment on va mettre ça pour le public. Je sais pas, moi j'ai l'impression que plus ça va et plus j'arrive à remarquer cette nuance. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis assez d'accord, oui. Mais il y a, justement, tu mentionnais Danish Girl. Pour moi, Danish Girl, c'est un film bien intentionné. C'est un film qui fait des conneries, mais qui en vrai, ça va. Là où Girl, non, c'est un scandale ce film. Il faut pas le voir, il faut le boycotter. D'ailleurs, ça me fait penser à un film d'action extrêmement transphobe avec Michelle Rodriguez. Oui, qu'il ne faut absolument pas voir. C'est signé Walter Hill, il me semble. J'ai eu la chance de voir ce film. Il fait d'énormes guillemets. Aline fait d'énormes guillemets. Mais et moi aussi j'en fais d'énormes. Ça s'appelle The Assignment, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. L'histoire est avec Sigourney Weaver en méchante. Sigourney Weaver. En vrai, elle est bien dedans, Sigourney Weaver, je trouve. Ouais, mais honnêtement, c'est vraiment un film qui fait, comme tu l'as dit, Aline, beaucoup de mal. Ouais, il a Michelle Rodriguez homme au début du film avec le corps en image de synthèse là, avec vraiment la bite apparente et tout. D'accord, ok, soit. C'est dans la liste des films qui font beaucoup de mal à une communauté. Je pense que celui-là, vous pouvez le mettre sur votre liste. Bon, après, personne l'a vu en vrai, donc ça va. Ouais. Mais à l'inverse, est-ce que Aline, tu penses à des films, justement,
qui donne une bonne image de la communauté trans, parce que moi j'en connais pas beaucoup et c'est vrai que j'aimerais bien en découvrir. Alors, je comptais en parler d'un, mais j'en ai un autre en tête là tout de suite avant, que j'ai vu récemment, que j'ai vu cet hiver. C'était Una Mujer Fantástica, qui est un film argentin, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, qui est sorti l'année dernière et qui raconte l'histoire donc d'une femme trans qui a un amant et qui c'est un homme d'une cinquantaine d'années, 50-60 ans. Et au début du film, il fait une crise cardiaque pendant le sexe et il meurt. Et elle se retrouve confrontée à sa famille, à son ex-femme et tout, et elle se prend évidemment plein de choses horribles dans la gueule, et on la suit juste traverser tout ça et essayer de faire avec, et elle est obsédée par l'idée de récupérer le chien qu'ils avaient ensemble, parce que la famille l'a récupéré, elle veut le chien, parce que c'est son seul souvenir. C'est le spin-off de John Wick. C'est donc ça. Non, parce que c'est pas un film d'action du tout, pour le coup. C'est vraiment un film très calme, mais ceci dit, à un moment, elle monte sur une voiture et elle tape dessus à coups de batte de baseball. C'est ça l'action qu'on veut. En disant, rendez-moi mon chien. Mais c'est un film qui est très touchant et qui, pour le coup, le personnage principal est joué par une actrice trans qui a participé à l'écriture, il y a eu une implication qui était présente et qui fait que la représentation est respectueuse. C'est pas, oh, regardez ces pauvres petites bêtes toutes fragiles. Et ça manque un peu, en fait, ça fait du bien de voir ça. Et du coup, j'ai un autre exemple après. Ouais, je pense qu'on va le garder peut-être juste pour après. Je pense qu'en parlant de films réalisés avec des bonnes intentions, on peut parler de Mad Max Fury Road. Super transition. C'est par ma main que vous renaîtrez sur les cendres de ce monde. Nous ne sommes pas des choses. Nous ne sommes pas des choses. Où les emmène-t-elle? Qu'on me les rende. Elles sont à moi. Le message est quand même déjà très présent dès la bande-annonce. Je m'en étais pas rendu compte à l'époque. Je sais pas vous, mais là, en revoyant l'extrait, c'est on n'est pas des choses, le mec qui dit rendez-les-moi. Mais il y a quand même déjà une note d'intention sur le fait que les femmes soient possédées et que justement elles doivent retrouver leur liberté, leur émancipation. Jennifer, tu veux dire ? Tout à fait. Dès la bande-annonce. Et ça, à l'époque, j'avoue, j'y avais pas forcément fait gaffe. Mais là, en plus, j'ai pris qu'une partie, c'est vraiment la partie d'après, parce que au préalable, c'est la partie sur Max. Oui, qui dit My name is Max, voilà, machin vidéo. Un peu comme dans le film, c'est-à-dire qu'on a l'intro Max, et c'est la suite qui va donner le corps au récit. Et quelque part, effectivement, la bande-annonce est représentative du film. Donc je vais tout de suite pitcher le film. C'est une course-poursuite de 2h30. Voilà. Et c'est donc Immortan Joe, le méchant, celui qu'on entend dans l'extrait, qui va rechercher ses biens. Et ces biens en question, ce sont des femmes qui ont été volées par une autre femme. Et Max, lui, donc le personnage principal, est complètement passif dans le récit. Il est là au mauvais endroit, au mauvais moment, et en fait compte, il n'est pas vraiment moteur du récit. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de backlash, parce que celle qui vole la vedette, celle qui prend toute la lumière, c'est le personnage de Charlize Theron qui est Furiosa. Et on parlait d'intelligence dans la représentation, et ce qui est évident et ce qui est subtil et délicat chez George Miller, c'est d'avoir mis en scène donc des femmes, mais surtout d'avoir su s'entourer de femmes, notamment au niveau du montage. Il a demandé à sa femme, qui est monteuse professionnelle, de réaliser le montage pour que ce soit pas son regard d'homme à lui qui soit la sanction du film, qui soit ce qui va représenter le film au regard de tous. Comme il a demandé donc à Eve Ensler, qui est donc une militante féministe, qui est dramaturge, qui est à l'origine donc des monologues du vagin, qui est un texte et une pièce de théâtre qui est un sommet du féminisme, et qui travaille beaucoup sur les violences faites aux femmes, de relire son script et aussi d'intervenir auprès de ses actrices pour parler de tout ce qui est donc les violences faites aux femmes, vu que donc le gros des actrices sont des personnes qui fuient l'oppression qui est représentée par Immortan Joe, l'archétype même du patriarcat. Donc voilà, ce film, c'est un concentré d'images féministes et surtout un grand film d'action qui dure 2h30 et qui est à la fois explosif, prenant, qui va à 100 à l'heure, et surtout qui fait la part belle à un personnage féminin et à une héroïne de film d'action
qui est grandiose. Et le personnage de Furiosa, et contrairement à ce que peuvent penser les abrutis qui ont créé un backlash autour de ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai partage à l'intérieur de ce film entre le personnage de Max et le personnage de Furiosa, et ça se retrouve même dans le body count. C'est que chacun a quasiment le même nombre de personnes qu'ils ont tuées. Donc Max en a tué 34 contre Furiosa 32. Et c'est en ça où le film est assez génial. Mais c'est vrai, je savais pas du tout que le body count était aussi paritaire sur ce coup-là entre Furiosa et Max. C'est des ressources que t'as comptées tout seul ou c'est des ressources que t'as trouvées sur Internet IMDb. IMDb. Merci IMDb. Et IMDb, il fait toujours le body count. Donc là, ils l'ont marqué, tu vois. Je trouve ça assez génial de voir à quel point c'est partagé. Alors je sais pas si c'est volontaire ou tu sais, c'est inconscient ou si c'est vraiment conscient en disant ah ouais, il faut vraiment qu'ils aient le même nombre de morts chacun, mais je trouve ça complètement génial dans cette volonté de vouloir partager l'affiche malgré ce que les gens ont pu en dire. D'ailleurs, j'y pense, on parle de parité et tout ça, et tu parles de l'affiche. Il me semble que l'affiche du film, c'est ils sont dos à dos, il y en a un qui est à genoux, l'autre debout, et chacun tourné d'un côté. Il y a vraiment, ils se partagent aussi, ils sont au centre de l'affiche. Il y a un truc très, enfin, ça s'appelle Mad Max, mais il y a deux personnages. On va revoir l'action. Bah, une des affiches principales, là, on regarde, en fait, c'est Furiosa qui est devant Max, carrément. Ouais. Je sais plus. Attends. Ouais. C'est l'affiche principale. Après, t'en as une où chacun tire d'un côté. C'est laquelle je pense en plus. Bon, tant pis, après, il y a celle de Max qui est devant les machines, mais qui est très belle d'ailleurs. Hein. Non, mais l'une des plus belles, je trouve que l'une des plus belles, c'est celle où t'as Max qui tire d'un côté et t'as Furiosa qui est à genoux et qui, elle, tire de l'autre côté. Je trouve que c'est une très belle symétrie. Oui, voilà, c'est à celle-là que je pense. Ouais, celle-là est magnifique. Je l'aime beaucoup. C'était très audiophonique. On vous conseille de regarder toutes les affiches de Mad Max pour voir aussi. C'est intéressant, ne serait-ce qu'en matière de représentation sur les affiches, l'importance que Furiosa a. Parce que. Oui, c'est présent de la promo, ouais. Parce que c'est ça, on pourrait croire que c'est Mad Max, donc il faut que Mad Max ait le spotlight sur les affiches. Et c'est vrai que sur pas mal d'affiches de la promo, il n'y a que lui, mais sur celle où il y a Furiosa, c'est extrêmement bien partagé par les deux, quitte à ce que Furiosa, comme sur l'affiche là qu'on a sous les yeux avec Constance, c'est elle qui est vraiment devant, pendant que Mad Max a son masque derrière, donc on voit quasiment pas son visage en plus. Et c'est lui qui conduit pendant qu'elle il nous fait une classique Tom Hardy. Oui, c'est ça, il grogne. Mais d'ailleurs, il grogne sans qu'on voit son visage. C'est intéressant de noter que dans le marketing, Furiosa n'est pas sexualisée comme, je sais pas, une Black Widow qu'on voit sur les affiches avec la fameuse pose impossible. On voit à la fois ses boobs et ses fesses, ses cheveux qui volent au vent. Voilà, là sur les affiches, Furiosa est même coupée au niveau du buste. On ne voit même pas sa poitrine. Et je pense que dans le film, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve. Elle n'est pas dans le film, elle est coupée au niveau du bras. C'est une des rares héroïnes, justement, qui souffre d'un handicap, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de bras. Et la manière dont ça participe à son personnage, je trouve que c'est super bien fait. Mais surtout, moi, il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai vu le film vis-à-vis de ça. C'est il y a une vraie symbolique. Elle s'en sert pour conduire. Et de son bras mécanique, et le moment où elles arrivent justement dans les terres arides et qu'elles découvrent qu'il n'y a plus d'espoir, et à ce moment-là elle retire sa prothèse à ce moment-là, et pour moi c'est vraiment le moment où elle se sépare totalement du monde d'Immortan Joe, de tout ça, et où elle redevient juste une personne, en fait, une personne vulnérable pour le coup. Elle brise toute la carapace de guerrière pour juste redevenir une femme toute simple, et pour le coup la reprendre après. Mais il y a vraiment ce moment où le film nous dit oui, c'est une femme comme les autres en fait. Et c'est un moment hyper touchant. Enfin, je sais que c'est une des images de cinéma, je pense, elle est bouleversante, qui m'a le plus marqué, quoi. Qui avait carrément été repris pour la une des Cahiers du cinéma quand ils avaient fait leur rétrospective 2015, en plus avec les tragédies que la France avait connues, et justement cette image de Furiosa qui souffre et qui est à genoux. Et c'est vrai que les Cahiers du cinéma avaient redessiné ce plan, et la couverture était juste magnifique et exprimait très bien ce mélange de tristesse et de colère qui il fait vraiment quelque chose de très fort qui s'en dégage, qui émanait. Ouais. Tiens, j'ai une question, moi. C'est quoi les personnages féminins qui vous ont marqué ? Parce que moi,
même faire un classement, tu vois, par exemple, moi, je pourrais dire Ripley en premier, Furiosa en second. Ah, c'est quasiment mon top 2. Je pense que c'est mon personnage préféré. Honnêtement, c'est très dur de répondre. Je pense que récemment, pour le coup, Furiosa, moi, c'est vraiment un perso qui m'a beaucoup marqué. Je sais que forcément, je suis une grande fan de Star Wars, donc voilà, le fait qu'il y ait le personnage de Rey, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé. Après, j'essaye de me replonger un peu dans mes années de jeunesse et les persos qui ont façonné, on va dire, mon adolescence. J'en ai un en tête qui est pas forcément ultra féministe, mais qui avait déjà, je pense, un arc narratif hyper intéressant, qui est Elizabeth Swann de la saga Pirates des Caraïbes, qui commence comme ce perso très traditionnel de la demoiselle en détresse dans sa grande robe à froufrou là, qui se fait enlever par les pirates, et en fait elle évolue vachement dans les deuxième et troisième films où elle reprend sa vie en main, ça devient une pirate à part entière avec ses propres motivations. Même dans le troisième. Elle est capitaine, elle est hyper débrouille, que ce soit dans l'action, sur le côté stratégie. La garde-robe aussi évolue super bien. Moi, ces costumes du 3, je trouve que c'est meilleur, quoi. Même la robe au début, quand ils sont à Singapour. Ah oui, non, mais ça, c'est un déguisement. Mais genre, le costume, même dans le final, je trouve que c'est son plus beau costume. C'est celui qui a une petite pointe de féminité d'Elizabeth Swann et en même temps qui est super pratique pour bastonner. Oui, je trouve qu'ils ont bien compris au fur et à mesure l'aspect pratique des costumes d'Elizabeth, qui au début doit se battre en froufrou et qui carrément est tellement corsetée par l'époque dans laquelle elle vit qu'elle en tombe. Et je trouve que c'est un super symbole, ça. Et je trouve qu'au fur et à mesure, se délivrer justement du corset pour adopter des vêtements qui sont plus conformes à ce qu'elle devient, je trouve que c'est une super belle évolution. Ouais. Voilà. Et sinon, il y a Padmé Amidala aussi qui m'a beaucoup marqué. Forcément, toujours Star Wars, hein. D'une autre manière, parce que du coup, elle est plus sur le côté politique. Voilà. Mais je trouvais ça hyper positif d'avoir une image en fait de femme politique dans un truc de SF et tout. Enfin voilà, je sais que le perso a plein de défauts sur plein d'autres sujets, mais ce côté-là m'a beaucoup marqué. Ouais. Moi, dans mes personnages préférés, forcément, il y a Ripley, parce que c'est l'incarnation pour moi de la résistance face à quelque chose de monstrueux. Enfin, je trouve qu'elle a une résilience, je trouve qu'elle affronte tellement de choses, que c'est vraiment un personnage avec tellement de couches, avec tellement de choses à dire. Non, elle porte une culotte. C'est ça. Mais justement, je trouve cette scène est super objectifiante, mais j'adore cette scène quand même. Je trouve que c'est la manière dont elle se libère. Il y a vraiment ce truc de elle est à poil, elle est fragile, quoi. C'est ça. Et je trouve qu'elle perd rien. Et je trouve que Sigourney Weaver, elle a un physique qui lui apporte quelque chose. Enfin, honnêtement, elle a un petit peu fait partie de ma découverte que j'aimais les femmes, quoi, si je puis dire. Mais vraiment, même que soit avec ses boucles ou soit crâne rasé, enfin, ça a été vraiment un de mes premiers crushs, en tout cas féminins. Je rajouterais aussi le combo Leia et Padmé. Forcément. Je rajouterais aussi Mako Mori dans Pacific Rim. Je l'aime beaucoup. Ah, j'ai pas du tout accroché à Pacific Rim, donc je t'avoue, j'ai un peu oublié ce film. Mais alors moi, Mako Mori, je trouve que... J'ai découvert l'année dernière. En plus, c'est vraiment, je suis tombée amoureuse d'elle en même temps que Charlie Hunnam, je pense. Mais je sais pas, il y a quand même, il y a ce trope forcément de la petite mèche bleutée, et encore je trouve que il y a un sens qui est apporté à cette mèche, qu'elle n'est pas juste là pour faire jolie, mais qu'il y a une vraie signification derrière. Et je trouve que c'est le personnage le plus intéressant du film, tout simplement, parce que le héros Charlie Hunnam, il est traumatisé, la perte de son frère, machin, truc, mais je trouve que c'est vraiment Mako Mori qui justement doit se battre dans un monde de mecs, et elle doit se battre contre le mec le plus important de sa vie, qui est son père, certes adoptif, mais justement elle doit se battre contre son père pour s'imposer. Et je trouve que justement le fait qu'elles doivent se battre et que finalement elle y arrive parce qu'elle a des qualités, je trouve que c'est un aspect super intéressant, surtout qu'ils font de sa faiblesse, qui est justement un peu comme Captain Marvel, le fait qu'elle ait beaucoup d'émotions et que justement toute sa vie on lui a dit non, il faut que tu contiennes tes émotions. C'est justement le fait qu'elle ait des émotions et qu'elle ait une connexion avec Charlie Hunnam qui la rend encore meilleure. Je trouve que c'est un film, en parlant, qui a beaucoup, justement, je trouve que Captain Marvel a pu peut-être s'en inspirer, mais je trouve qu'au niveau du fait de rendre les émotions très positives et de pas en faire une faiblesse féminine, mais d'en faire une force
féminine. Je trouve que c'est un très beau message et c'est pour ça que vraiment ce qu'ils en ont fait dans la suite de Pacific Rim, c'est un scandale. J'étais outrée. J'étais vraiment outrée et j'ai crié dans le cinéma mais putain quoi. J'étais à côté de mon copain, j'ai fait mais putain quoi et j'étais vraiment dégoûtée. J'ai voulu sortir à ce moment-là quoi. Vraiment. T'aurais dû. Oui, j'aurais Parce qu'il dû. se passe rien de bien après. J'aurais dû, oui. Surtout que quand tu vois le reste des personnages féminins de ce film, c'est une catastrophe absolue. Ouais. Et toi, Aline, moi, comme tout le monde, Ripley, parce que Alien, meilleur film du monde, voilà. Oui. Il y a 2 ans, j'ai fait un cosplay de Ripley, absolument catastrophique d'ailleurs. Et ouais, enfin, moi déjà, un truc qui me fascine, même narrativement, c'est que Ripley n'est le personnage principal qu'à la fin du film, en fait. Pendant tout le film, c'est un personnage parmi tous les autres, et c'est juste que c'est elle qui tire son épingle du jeu, et qui sort du lot. Et qui s'affirme en fait et qui arrive à elle s'en sortir alors là où les autres échouent et voilà et j'ai énormément d'admiration pour ce personnage, elle dégage quelque chose d'extrêmement fort quand on sait que plein de scènes sont improvisées, notamment le moment où elle gueule sur Parker et où vraiment il y a juste Ridley Scott qui avait dit à l'acteur, je suis désolé j'oublie son nom, fais-la chier, contredit-la tout le temps et où on a vraiment Sigourney Weaver au premier plan qui regarde hors champ, elle regarde Ridley Scott à ce moment-là, elle est agacée et il fait rien, il laisse tourner et elle finit par lui hurler dessus à Parker, mais en gardant le nom quand même, sans dire le nom de l'acteur. Et c'est fou parce que elle dégage quelque chose d'extrêmement fort à ce moment-là et c'est vraiment Sigourney Weaver qui dégage quelque chose de puissant à travers ce personnage et il y a plein de moments comme ça où elle est vraiment fascinante je trouve, particulièrement dans le premier. J'ai beaucoup de mal avec le 2 et j'aime bien le 3 et le 4, mais le premier c'est vraiment le moment où pour moi elle m'a marqué. Je trouve qu'après elle a été un peu parasitée par plein d'autres trucs, notamment le truc de la maternité dans le deuxième. Moi je suis pas fan de ça, mais à ce moment là elle est vraiment dans sa forme la plus pure et j'admire sa pureté. Et voilà. Après évidemment Leia elle a vraiment marqué mon enfance. C'est la première fois où je me suis dit en fait les filles c'est pas nul. C'est vrai. Et parce que Leia elle pète la classe quoi. Je veux dire la première fois qu'elle rencontre le héros du film elle dit mais t'es un abo et première action qu'elle fait elle sauve tout le monde. Enfin c'est au-delà d'une femme forte, c'est un personnage fort tout bêtement et elle est très très intéressante du début à la fin. Et quand je dis la fin je pense encore à l'épisode 8 même parce que même là elle est magistrale, je trouve. Mais c'est marrant, les gens qui ont critiqué le fait qu'elle utilise ses pouvoirs de la force pour se tirer d'affaire dans Alors, le... j'aime beaucoup qu'elle le fasse, d'ailleurs. Moi aussi. Et en plus, j'étais en mode, mais enfin c'est déjà enfin sous-entendu dans le set, quand elle sent la mort de Han Solo. Mais après, ceci étant dit, je trouve que c'est pas hyper bien fait. Dans l'exécution, je la trouve bof, mais l'idée, je la trouve très très belle. Magnifique, ouais. Et puis, même, on a eu droit à quand même le plan où elle est toute seule au milieu de l'espace, qui est un des plus beaux plans de ce film et même un des plus beaux plans de la saga, mais donc voilà. Et j'en avais une troisième qui est en train de m'échapper et j'ai une quatrième mais dont je vais parler plus tard parce que pour le coup c'est une icône pour moi très récente, voilà. Et du coup tu peux peut-être en parler maintenant. Et là je vais en parler maintenant. Super transition. Je m'appelle Lily Carlson et j'ai 18 ans. Voici mes 3 meilleurs amis, Em, Bex et Sarah. Et je vais vous raconter comment ma ville, Salem, a perdu la tête. Écoutez tout le monde! Mais commençons par le début. On dirait que la moitié de Salem s'est fait pirater. Et personne ne peut rien faire pour effacer ces vidéos. Malheureusement, monsieur, c'est très difficile d'arrêter Internet. C'est ma réplique préférée du film. C'est marrant parce que j'ai jamais vu la bande-annonce. J'ai vu le film bien 12 fois. J'ai jamais vu la bande-annonce. Et elle spoil tellement. Et même si j'ai eu que le son, je sais quelles images vont avec ces sons-là. Et ouais, ça spoil pas mal. Mais bref. Alors, donc Assassination Nation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un film jugé trop féministe par Première. Je crois que c'est Première qui a dit ça, ou Le Monde, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est Première, parce que j'ai l'article sous les yeux. Voilà. Et c'est un film... Déjà, en vrai, c'est impossible de lui donner un genre, parce qu'il y a tout dedans. C'est un teen movie qui vire à l'horreur et à l'action. C'est un film... Bon, du coup, je vais le pitcher, ce sera plus simple. C'est l'histoire donc de 4 copines, des lycéennes de 18 ans,
qui donc habite dans la ville de Salem aux États-Unis, la Salem, celle des sorcières. Et un jour, en fait, un hacker fait son apparition et commence à leaker les données personnelles des gens. Et ça crée des scandales. Ça commence avec le maire où on découvre qu'il se travestit et il fréquente des prostituées masculins. Et il y a tout un enchaînement d'événements qui font que vraiment il y a des scandales qui éclatent, des réputations qui sont détruites, parfois de manière fondée, parfois pas. Et au bout d'un certain moment, comme on entend dans la bande-annonce, la moitié de la ville est hackée et tout le monde, enfin personne n'est à l'abri. Il y a des milices qui commencent à se créer, il y a des expéditions punitives, enfin vraiment beaucoup de choses, c'est très 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 violent, ça escalade énormément et nos 4 héroïnes se trouvent au milieu de tout ça. Et au bout d'un moment, je vous explique pas comment, mais se font prendre pour cible par la milice de la ville, qui sont des bons gros mascus comme on aime. Et, et voilà. Et le film, du coup, traite énormément de la condition féminine, en fait, de ce qu'on attend des femmes dans la société, qui sont des attentes qui sont vraiment irréalisables. Ça nous parle de minorité, ça parle de sexualité, voilà, de libération de la sexualité aussi, parce que on a quand même ce personnage principal de Lily qui a une relation, j'allais dire épistolaire 2.0 un petit peu, parce que c'est via des messageries numériques, mais elle a une relation avec un homme bien plus âgé qu'elle, où elle lui envoie des photos, des vidéos d'elle dénudée, où elle danse, où elle fait des choses, voilà, et qui vraiment, elle est très libérée par rapport à ça. Plusieurs fois dans le film, elle nous explique que la nudité, c'est pas forcément sexuel, c'est plein d'autres choses. Et en fait, je pense que le principal problème de ce film qui a fait qu'il n'a pas trouvé son public, qu'il n'a pas marché, en tout cas de manière commerciale, parce qu'il a eu une bonne réception critique, c'est que c'est un film qui est très dense en fait. Il a beaucoup de discours, il parle de beaucoup de sujets différents, et ce qui me désole un petit peu, c'est qu'il n'a pas assez de place pour parler de tout en profondeur. Au début du film, il y a une petite séquence très courte où on a une série de trigger warnings pour le film. Ce qui déjà est très cool, vraiment faites ça dans les films, c'est important. Où donc on a en gros écrit le trigger en question et derrière la scène qui l'illustre, qui joue, mais ça dure assez peu de temps pour que ça puisse rester de l'image subliminale et qu'on l'assimile pas tout de suite. Et on voit beaucoup de scènes qui ne sont pas dans le montage final. Et c'est mon grand regret et j'attends vraiment de recevoir mon Blu-ray le 10 avril pour pouvoir voir les fameuses scènes coupées et voir le reste du discours du film en fait, parce qu'évidemment ils pouvaient pas tout aborder et du coup voilà, on parlait de nos personnages qui nous ont marqués. Il y a une des 4 copines qui s'appelle Bex, qui est une jeune fille trans qui du coup est jouée par une actrice trans, Ari Neff, sur qui j'ai un crush immense. Il faut dire qu'elle est absolument beaucoup trop chou. Oui, elle s'est fait les cheveux roses récemment, elle a mis plein de photos, c'est trop mignon. Et bref, c'est un personnage auquel je me suis énormément identifié, évidemment, pour tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle traverse, parce que c'est plein de choses que moi j'ai vécues aussi, et ça m'a beaucoup... ça m'a fait vraiment plaisir de la voir aussi surpasser ces choses-là, des choses que moi j'ai pas su surpasser dans ma propre vie. Et justement, on parlait de représentation tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est moi voir un personnage d'une femme trans qui est là et qui n'est pas... C'est pas le sujet principal du film, c'est mentionné, c'est évoqué, mais on n'en parle jamais frontalement, parce que c'est quelque chose de quotidien et de normal, et c'est comme ça, et ses copines elles le savent, et les gens du lycée le savent, et c'est accepté. Alors il y a évidemment il y a de la discrimination qui incombe, mais c'est jamais regardez, sa vie elle est misérable. Non, elle s'éclate avec ses copines, et ça se passe très bien. Et enfin ouais. C'est compliqué de dire ça se passe très bien devant ce film, mais c'est un film qui finit très très mal, qui se passe très mal, mais on va dire qu'elle vit bien sa transidentité. Voilà, c'est pas ça qui pose problème. Voilà. Je pense que c'est un film qui est sorti très récemment, hein. Je sais pas si on l'a dit, mais on peut le rappeler, il est sorti à la fin d'année 2018. En France, il est sorti en décembre et aux États-Unis en septembre 2018. Et c'est pour moi peut-être un nouveau pas, on va dire une nouvelle évolution dans le genre du film d'action. Déjà parce qu'effectivement c'est un espèce de film hybride au croisement de plein de trucs, et qu'il y a peut-être quelque chose qu'on retrouve un petit peu, ça m'a fait penser parfois à Get Out par exemple, au style Jordan Peele. Ouais. En fait ça commence de manière très quotidienne, très mondaine quoi, et on se retrouve avec une escalade de violence et de gore et de scènes horrifiques. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que
On définit souvent le fantastique comme l'irruption de l'étrange dans le quotidien, et je trouve que c'est un peu ça qui se passe en fait. C'est vraiment, on nous montre un truc quotidien, on nous montre un teen movie avec des adolescentes au lycée qui parlent de ragots, qui écoutent de la musique, qui draguent et tout. Et en fait, il y a la violence qui rentre dans cet univers-là, et qui est une violence extrême et qui est graduelle. Et c'est un des trucs qui me plaît énormément dans ce film, c'est que toutes les étapes de violence qui arrivent sont crédibles. C'est des choses qui peuvent se passer, qui se passent vraiment. Et là où ça devient excessif, c'est que c'est un enchaînement très rapide de tout ça. Ça se passe en 3 semaines, il me semble. Mais c'est quelque chose de finalement très très crédible en fait. Le film a beaucoup été comparé à The Purge parce que c'est plein de gens d'une ville qui deviennent fous et qui s'entretuent pour rien. Et la différence avec The Purge, c'est que ça peut vraiment se passer. Et c'est beaucoup plus glaçant en fait. Quand je suis sorti du film, j'avais une partie de moi qui était un peu gênée. Dans le sens où ça ressemble trop à la réalité presque. Du harcèlement en ligne, on en voit, des agressions, des viols, des exécutions même, on en voit en vrai, et voilà. Et pour la petite histoire, quand j'ai vu le film, le soir où j'ai vu le film, en sortant du cinéma, j'ai eu des messages très alarmés d'amis à moi qui me demandaient si j'allais bien, et en fait c'est le soir où il y a eu des attentats à Strasbourg en décembre dernier, sachant que je viens de Strasbourg. Donc, l'ambiance était là. Je suis rentré, j'étais pas très bien pendant quelques jours après ça. Mais c'est vrai que ouais, ça renvoie vraiment à des réalités, à des choses très très réelles, très crédibles. Et en ça, le film est très très fort parce que je pense que Sam Levinson, quand il l'a écrit, il a eu beaucoup de personnes qui l'a consulté pour vraiment s'imprégner de ce que c'est vraiment la vie d'une lycéenne en fait, bêtement, et de ce qu'elle peut subir au quotidien, que ce soit dans le regard, que ce soit dans les injonctions, dans les agressions. C'est très très dense et très très fidèle à la réalité en fait. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le côté ça reste un film d'action avec parfois une violence qui est un petit peu esthétisée aussi. Le film est globalement assez beau. Il y a un gros travail sur les couleurs, etc. Mais en même temps, c'est pas totalement gratuit. Enfin, il y a vraiment un discours politique qui pour le coup très très volontaire, très conscient. Et c'est en ça qu'il est intéressant, c'est que c'est une action réfléchie quoi. Parce que même les films d'action qu'on peut traiter de décérébrés ou quoi sont aussi politiques, parce que le cinéma est politique. Parce que tout est politique. Tout est politique, n'est-ce pas? Donc voilà, forcément quand c'est des Russes qui attaquent la Maison Blanche, bien sûr que c'est politique. Mais là, du coup, c'est cool parce que ça parle des violences que subissent les minorités. Ouais. Et pardon, non, vas-y. Non, puis je trouve ça d'autant plus intéressant que la violence dans le film est traitée d'une manière assez intéressante. C'est que quand c'est justement les personnages principaux qui subissent ces violences, on est toujours de leur côté à elles. Et c'est montré de manière extrême, et c'est pas esthétisé, c'est juste dur à regarder. Et dès qu'elles reprennent le contrôle, dès que c'est elles qui reprennent le pouvoir, d'un coup, il y a une esthétique qui revient. On remet en valeur parce que c'est une vengeance qui est juste en fait. Alors juste, bon, ça, après on rentre dans un débat politique, mais qui en tout cas est justifié. Leur colère est justifiée, leur vengeance est justifiée, et on est avec elles, on est de leur côté. Et les voir reprendre le contrôle de cette situation, c'est quelque chose de jouissif de base, et on y rajoute une esthétique qui rend la chose belle. Je pense il y a un moment où Bex se retrouve dans une piscine avec un agresseur, avec un pistolet à clous, et qui commence du coup, elle finit par le tuer au pistolet à clous. Et on est en contre-plongée dans l'eau, on voit leurs deux silhouettes qui se dessinent. Le seul moyen vraiment de les distinguer, c'est qu'elle a les cheveux longs, vraiment, c'est des silhouettes à ce point-là. Et quand elle commence à tirer avec le pistolet, en fait, on a la lumière qui est en face du coup de la caméra. Tout devient rouge en fait, comme s'il y avait un filtre qui apparaissait sur l'image, quelque chose de très joli qui se crée en fait. L'image est très très belle. Il y a plein de moments comme ça où la violence est très esthétisée pour montrer qu'elle est satisfaisante en fait, pour souligner le côté satisfaisant de ces moments-là. Ouais. Non, c'est très chouette en soi qu'il y a une vraie réflexion autour de la manière dont on montre la violence et la violence de ces héroïnes. Et je pense qu'effectivement, tu disais qu'il y a un côté un peu jouissif dans cette vengeance. Et ça rejoint... c'est un film qui est sur un tout autre registre, mais ce moment dans Captain Marvel où
la nana, Carol Danvers, se relève ou va envoyer chier Judo en disant j'ai rien à te prouver, et qu'elle se retrouve de nouveau maîtresse, on va dire, de son destin. Et il y a ce côté aussi hyper cool de se dire on t'en met plein la gueule toute la journée, mais t'as le droit en fait de reprendre en main ta propre narration de vie et de partir à l'attaque, en contre-attaque, on va dire, contre les violences qu'on subit. Et ça, c'est plutôt chouette, je trouve. Oui. Je pense que c'est des pistes de réflexion, j'espère qu'on retrouvera peut-être dans d'autres films et qu'on ira creuser un petit peu dans cette direction. Je te cache pas que ces différents films que j'ai vus là dernièrement, donc Assassination Nation, Captain Marvel, tout ça, ça m'a donné un peu d'espoir en vrai vis-à-vis de tout ça. Je me suis dit bon, ça s'améliore, ça vient, ça commence. Ce serait bien que les films comme ça marchent maintenant. Ouais, ça c'est encore un autre débat. Mais du coup, justement, pour le futur de nos chères héroïnes d'action, est-ce que vous avez des films en tête qui sont en prod, qui sont juste en rumeur, que vous attendez, et au contraire, vous vous dites, oulala, qu'est-ce que ça va être ce navet ? En vrai, cette semaine, on a appris que Angelina Jolie allait probablement être le lead de The Eternals chez Marvel. Ah, je savais pas pour quel film. Et c'est réalisé par une femme, donc Chloé Zhao. Donc je vous conseille de voir The Rider, qui est un film sur un personnage masculin, mais qui est très beau, très doux. Et là, sûrement Chloé Zhao d'ailleurs réalise un film avec Frances McDormand. Donc j'ai assez hâte de voir ça. Mais c'est vrai que l'annonce d'Angelina Jolie chez The Eternals, sachant qu'elle a joué Lara Croft, qu'elle a déjà joué Salt, Mr. et Mrs. Smith aussi, c'est quand même une valeur sûre du cinéma d'action, peu importe les films dans lesquels elle joue, elle a quand même une présence. Aussi. Dans Wanted, quel chef-d'œuvre. Mais je suis contente de voir Angelina Jolie revenir à l'action parce que je trouve qu'elle est très bien dedans. Ouais. J'avoue que ça m'intéresse. En espérant, je suis curieuse. En espérant qu'elle ne soit pas hyper sexualisée comme dans certains de ces films. J'ai confiance en Chloé Zhao qui a un regard extrêmement intéressant sur les personnages qu'elle filme. Donc vraiment, je vous conseille The Rider. Je suis pas la plus grande fan du film, mais en matière de mise en scène et de regard qu'elle pose sur ses personnages, il y a quelque chose d'intéressant et je peux comprendre pourquoi Marvel l'a choisi. Ok, cool. Toi, Aline, t'as quelque chose qui te botte ? Il y a une semaine, on a eu une bande-annonce incroyable qui est sortie pour le film Dora l'exploratrice. D'où Jésus. Et vraiment, je m'attendais pas à dire ça un jour. Genre quand j'étais avec une amie, quand on a vu la bande-annonce la première fois, et on a vu qu'elle était sortie sur internet, on allait la voir en blaguant, en se disant ça va être une connerie et tout. Et à la fin de la bande-annonce, on s'est dit la même chose, mais ça a l'air vachement bien, j'ai très très envie de le voir en fait. Oui. Et donc faut voir, ça peut être très très marrant, très sympa. À savoir que ça a déclenché moult réactions sur les internets. Évidemment, parce que l'internet est un endroit rempli de gros pervers. Voilà pourquoi. Qui aiment bien sexualiser des jeunes filles de 17 ans. Des personnages de 17 ans et des actrices de 17 ans, je pense que c'est pas du niveau de Chloé Moretz à l'époque de Hit Girl, parce qu'honnêtement, on n'en a pas parlé de Hit Girl. C'est vrai. Mais je trouve que le nombre de commentaires dégueulasses que j'ai vu sur Chloé Moretz, c'était infâme. Ouais. C'était un immense malaise. Alors qu'elle avait vraiment 13 ou 14 ans à l'époque. C'est ça, que ses parents la chaponnaient sur le tournage, qu'il y avait des autorisations pour qu'elle dise les gros mots du film. Enfin, vraiment, on était dans une configuration où elle avait à peu de choses près l'âge de son personnage. C'était vraiment très très chaud. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont fait de son personnage dans la suite de Kick-Ass en film. Je trouve que sa relation avec Kick-Ass était très limite. Donc clairement, si vous refaites Hit Girl, faites-la bien et faites en sorte de prendre une actrice qui va pas se prendre autant de remarques dégueulasses que la pauvre Chloé Moretz. Je pense que ça, ils peuvent pas. N'importe quelle actrice en prendra, malheureusement. J'ose espérer que les mentalités ont changé et que Kick-Ass a 10 ans quand même. Ouais, tu veux qu'on reparle de Captain Marvel? Oui, c'est vrai. Après, c'est en matière d'objectifier des jeunes filles de 11 ans. J'ose espérer que les choses vont un tout petit peu changer. Même si quand je vois Millie Bobby Brown, tout ce qu'elle a déjà et comment elle se fait déjà groom par Drake, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ça pue un peu. Ça pue pas mal, ouais.
Bon, Et toi? Ça y est, quand même un peu positive, allez, concentre-toi de positivité. Non, bah je sais pas si je vais être positive parce que je voulais parler du film donc Black Widow qui est en préparation, qui est l'Arlésienne qu'on attend depuis 10 ans, qui va a priori finalement se faire. Mais je me dis peut-être c'est le moment d'être un peu dans la rédemption et de nous proposer enfin une Black Widow qui ne soit ni sexualisée à fond, ni qu'on lui colle à un passé un peu chelou de oh là là elle est stérile et du coup bah c'est ça qui définit toute sa vie aujourd'hui et du coup c'est pour ça qu'elle n'est pas digne d'amour et bref, j'espère qu'on va réussir à sortir de ça. Parce que d'une certaine manière, elle aussi est un monstre. Merci Joss Whedon pour cette, c'est clair. Pour cette analogie. Voilà, bref. Et du coup, j'espère que voilà, Marvel, c'est ton moment pour nous proposer quelque chose d'un peu plus frais, d'un petit peu plus intelligent autour de Black Widow, parce que pourtant, c'est une nana qui est quand même hyper badass, et je pense qu'il y a plein d'histoires à raconter autour de ces grands faits d'armes. J'espère que les personnages féminins qui l'entoureront seront aussi comme ça. Oui, apparemment, aussi. Florence Pugh, qui est un de mes derniers crushs en date, qui va jouer dans le prochain Midsommar, qui a joué dans The Little Drummer Girl, la série de Park Chan-wook pour AMC. Vraiment une actrice à suivre. J'espère que si elle est castée, c'est que c'est un rôle à la hauteur de son talent et que Kate Shortland, qui est la réalisatrice, ne va pas tomber dans le piège du male gaze, c'est-à-dire filmer des femmes d'un point de vue qui sert à satisfaire les intérêts masculins, le point de vue masculin. Espérons aussi qu'il y aura plus de réalisatrices, parce que voilà, dans ce podcast, on s'est surtout concentré sur les personnages féminins, mais il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur les réalisatrices, les équipes techniques féminines derrière les films d'action. D'ailleurs, du coup, j'en profite puisque tu parles de ça. C'est pas lié forcément au film d'action, mais cette semaine, on a perdu Agnès Varda. Oui, c'est vrai. Et j'étais un peu bouleversé. Ça fait très très mal cette perte, ça fait vraiment très mal. Je suis tombé, la première image que j'ai vue, c'est une interview qu'elle a donnée il y a 40 ans, où elle se réjouit qu'il commence à y avoir des femmes réalisatrices, des femmes techniciennes et tout, et elle dit c'est bien, ça commence à changer, et malheureusement, 40 ans après, on est toujours au même point en fait. Après, j'espère que tout ce qui est Inclusion Rider, c'est un terme qui a été rendu assez populaire par Frances McDormand lorsqu'elle a reçu son Oscar en 2018. C'est le fait que les studios et les productions et tout ça s'engagent à plus de diversité devant, certes, mais aussi derrière la caméra, en engageant plus de techniciens issus des minorités, plus d'acteurs, plus de producteurs, vraiment dans tous les domaines, s'engager à davantage de diversité, parce que ça passe certes devant la caméra avec tous les acteurs, les actrices engagées, ça passe aussi derrière avec des scénarios écrits par les principaux et principales concernés, et ça passe par ça pour une diversité d'histoires. Il faut mettre de la diversité absolument partout, parce qu'on sait jamais comment un plan qui est filmé par un mec pourrait être filmé par une femme. Ça, c'est une question que je me pose de plus en plus souvent, notamment en voyant des scènes d'action, en voyant des scènes d'amour aussi. Ouais. Et ça me rappelle aussi un petit peu ce que Hitchcock avait dit, c'est qu'il filmait les scènes d'amour de la même manière qu'il filmait les scènes d'action. Et du coup, maintenant, je me pose de plus en plus la question, comment une femme qui filmerait les scènes d'amour filmerait les scènes d'action. Donc voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une excellente interview de Lexi Alexander, donc qui est la réalisatrice, entre autres, du film Punisher, qui est sortie cette semaine sur sa vision de la cinématographie et en quoi, en fait, des détails qui peuvent sembler techniques sont en réalité sexistes et peuvent être changés. Donc voilà, c'est une discussion, je pense, qui a à avoir et qui est en train de se faire, qui évoluera et qui sera peut-être l'objet d'un futur podcast. Il me semble que c'est aussi elle qui parle de Max Landis, non, sur ses exactions. Je crois que c'était une des rares réalisatrices à vraiment en parler publiquement. Ouais, c'est possible. Parce que Max Landis, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un scénariste à Hollywood. Voilà, c'est un scénariste à Hollywood. C'est le fils de John Landis. Outre Bright, il a commis d'autres crimes. Après, il a fait Dark Gently, donc on y en veut un tout petit peu moins, mais ça reste quelqu'un qui justement a perpétré une culture extrêmement toxique, notamment envers les femmes et les minorités à Hollywood. On parlait de Star Wars, et c'est un peu pas limite de la Marissou, mais en gros, c'est lui qui a plus ou moins lancé les hostilités concernant le fait que Rey était une Marissou, parce que elle a développé sous ses talents super vite, parce que quand c'est une femme, c'est bien connu, c'est pas crédible quand tu es forte à la bagarre, alors qu'un mec, ça passe comme une lettre à la poste. Alors que Luke Skywalker, personne ne le remet en question. Voilà. Et je me demande si cette personne vit avec des femmes autour de lui, parce que des meufs badass dans mon entourage, il y en a un paquet, donc... Moi aussi, je découvre jour après jour, d'ailleurs. C'est très important de le noter.
je crois que nous arrivons au terme de ces discussions, ma foi, fort passionnantes. Donc je vous remercie d'avoir été avec moi dans ce podcast. On va finir peut-être par un petit tour des actus, de vos présences sur Internet, si vous voulez bien partager où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne. Alors j'ai mon podcast dit Lemon Adaptation Club qui a enfin sorti après 2 mois de montage l'épisode sur Orgueil et Préjugés, puisqu'on restait dans le registre des femmes ultra fortes, même sans action, et c'est un piège dans lequel est tombé Orgueil et Préjugés et Zombies, quitte à rester dans le thème jusqu'au bout. Donc l'épisode est disponible sur SoundCloud et iTunes, et le prochain épisode sera sur les films Lego, où il y aurait beaucoup à dire sur le traitement des personnages féminins, dont Lucy, parce que c'est vrai qu'on a parlé que du live action, mais Lucy c'est quand même une meuf géniale dans Lego Movie, je trouve. Et j'ai annoncé un peu publiquement pour la première fois, mais je suis désormais rédactrice pour les chroniques de Cliffhanger, le site de Fred Tepper, qui a bien voulu m'héberger, donc vous pourrez retrouver mes critiques de temps à autre, ce sera partagé sur les réseaux sociaux. Waouh, top. Aline, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne ? Moi, on peut me retrouver sur Twitter, @AlineAndOut, où je raconte beaucoup de conneries, je fais des courts-métrages cons en Lego, et des fois, je fais du militantisme queer et féministe. Je suis également en préparation d'une arlésienne de chaîne YouTube pour parler de cinéma, et plus précisément de scènes d'intro et de son au cinéma, mais il va falloir que je me botte le cul un peu. Voilà, et sinon, je travaille actuellement sur la préparation d'une web-série queer du nom de Drama Queer, qui va bientôt être tourné, qui parle de témoignages de personnes LGBT+, témoignages de vie un petit peu, et voilà. David, est-ce que tu as des projets en préparation Le prochain podcast qui sera sur Keanu Reeves. Wouh. La légende. Et encore eu une histoire sur lui cette semaine. Qu'est-ce qu'il a encore fait incroyable. En fait, son vol a été annulé avec d'autres passagers, et du coup, il les a tous embarqués dans un van, et durant tout le van, il raconte plein d'histoires sur là où ils sont. Les vidéos sont absolument géniales. Vous pouvez, je pense, les retrouver absolument partout. C'est sur YouTube, c'est sur Twitter, sur Facebook. Cet homme est génial. C'est un trésor à protéger. Faisez-lui des câlins. Protégeons Keanu Reeves. Et protégeons les chiens aussi. S'en occupe bien déjà. C'est vrai, enfin oui, moyennement. Non, moyennement. il les protège mal, mais il les venge. C'est ça, il les venge. Avenge de Poppy. Eh bien, de mon côté, vous pouvez me retrouver sur Twitter @highphobos. Je parle de cinéma et de féminisme et de trucs mignons en général. Et vous pouvez écouter ma douce voix dans le dernier numéro de The Outrider, où on parle de la saga, enfin de la série Star Wars Resistance. Voilà, on parle un petit peu aussi des personnages féminins de la série. Et voilà, et c'est après tout pour le moment. Encore une fois, merci à vous toutes et à toi David pour ce podcast. Et puis on se retrouve donc prochainement pour un numéro sur ce cher Keanu Reeves. Merci à vous de nous avoir écoutés, chères auditrices, chers auditeurs. Et n'oubliez pas de regarder des films d'action. Avec des meufs. Avec des meufs dedans. Plein. Ciao. 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 People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back.